Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Normalement vous m'entendez, je suis un peu fort, je vais me baisser. Vas-y, fais le micro Youssef, on n'a pas eu le temps de faire les micros. Oui, bonjour. Ça va. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Donc on a commencé avec un extrait de film, et je vais enlever le on arrive, parce qu'on est là, tac. Et est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire ce que c'est ce film, Youssef? Alors, c'était dans la continuité des missions civiles dont nous parlions l'autre jour. Est-ce qu'on m'entend bien là au niveau du son? Ouais, ouais, on t'entend. Ok. Et donc là, c'est un extrait d'un film que vous pouvez voir en accès libre très facilement. Vous mettez simplement Vimeo Voyage en Palestine, hein, et vous tombez dessus. C'est le film qui a été fait des deux premières missions civiles, hein, des deux premières missions civiles de l'été 2001. Et là, nous étions en train de... Enfin, je vous ai passé un petit passage de cet excellent film, hein. Vous verrez tous les acteurs du mouvement social, comme je vous l'avais dit, Jean-Claude Amara, Beauvais, Jean-Marc Ayrault, etc. Tous ces gens qui nous accompagnaient Je vais mettre le lien. Je vais mettre le en lien. Palestine. Ouais, très bien. C'est un film, franchement, que je vous engage absolument à voir. Il est formidable. C'est un documentaire donc, qui a été fait par Samir Abdallah, qui était donc un des initiateurs des missions civiles. Et je vous ai mis cet extrait. Alors cet extrait, ça se passe dans la bande de Gaza, dans le camp de Khan Younes. Le camp de Khan Younes. Vous savez, il faut comprendre que à chaque fois que vous avez une ville palestinienne, à côté de chaque grande ville palestinienne, que ce soit aussi bien dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie, ou même à Jérusalem, eh bien, on a un camp de réfugiés. Ouais. On a un camp de réfugiés qui va avec. Alors, ces ces camps de réfugiés de Gaza, ce sont les Palestiniens qui ont été expulsés en 48. Hein, donc depuis 48, ils sont dans ces camps. D'accord. Depuis 1948, ils sont donc dans ces camps. Alors ces camps sont devenus, au début, c'était des camps de tentes, exactement comme cette tente dans laquelle vit cette dame, parce que à nouveau, à chaque fois que des maisons sont détruites, et Israël détruit sans arrêt des maisons, il faut le savoir, hein, il y a 3000 maisons qui ont été détruites depuis une quinzaine d'années en Palestine. Hein, eh bien, à chaque fois qu'une maison est détruite, les gens habitent dans une tente, à nouveau. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle des sur-réfugiés. Ils sont réfugiés de 48, mais on vient en plus détruire leur maison, et ainsi de suite, et ils revivent dans des tentes, etc. Et donc c'était pour vous montrer, donc là c'était le camp de réfugiés de Khan Younes, qui est un des plus pauvres, hein, qui est un des plus pauvres. Et là, donc vous voyez la détermination de cette femme, qui termine par cette parole, nous allons nous battre pour nos droits, et s'ils ne veulent pas la paix, ils auront la guerre. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens veulent la paix, bien évidemment. Je crois qu'aucun peuple au monde n'aspire plus à la paix que le peuple palestinien. Ça, c'est clair. C'est eux qui subissent cette violence effroyable. Ouais, tous les jours. On l'a vu encore. Hein. Mais ils sont prêts à lutter jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait la grandeur de ce peuple. C'est pas un peuple qui pleurniche. Je suis désolé, je ne dis pas que d'autres peuples pleurnichent. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un peuple qui est uniquement dans la demande de compassion et qui... Alors évidemment, ils ne sont pas des bravaches, hein, c'est pas des Rambo. Les Palestiniens n'ont jamais prétendu cela. Évidemment, ils demandent à ce que les organisations internationales prennent en charge tout cela pour éviter la violence. Parce qu'ils ne veulent pas de violence. Et si les choses pouvaient se passer le plus simplement possible, pacifiquement, ils seraient les premiers, bien sûr, à le vouloir. C'est la partie d'en face. Voilà. C'est ce qui rend d'autant plus ignoble, je dis bien ignoble, au sens propre du terme, non noble, et ce qui n'est pas noble est ignoble. Ah, ça vient de là, ignoble. Bien sûr. J'avais jamais fait le rapprochement. Bien sûr, c'est vrai, sûr. d'accord, ignoble, c'est le contraire de... D'accord. Bien sûr. Ok. Putain. Bien sûr. Comme ignorant. Ignorant, c'est le savoir. Ignorant, c'est qu'il ne sait pas. Hein. D'accord. Bon. Tu sais qu'il y a plein de mots comme ça, en fait, en les redisant, je me dis, ah, mais en fait, c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer connaissance. C'est connaissance, ensemble et... C'est naître avec. D'accord, c'est dingue, hein. Connaître, c'est naître avec. C'est dingue. Et vous pouvez prendre tous les mots comme ça, je sais pas, compassion, c'est la passion ensemble. Hein, D'accord. Voilà. Alors, donc... alors, la passion au sens propre étymologique. Hein, oui, bien sûr. Comme la passion du Christ, par exemple. Enfin, bon, bref. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, alors petit insert, c'est très intéressant l'étymologie des mots. Et encore une fois, je ne peux que vous inviter à faire de la grammaire. La grammaire, c'est la grammaire qui nous permet de comprendre tout cela. Hein. Voilà, donc rappelez-vous ce que disait Jean Genet. Hein,
Copain, c'est celui avec qui tu partages le pain. Exactement. D'accord, Bien sûr, copain, c'est celui avec qui tu partages le pain. D'accord, je savais pas. Écoute, C'est marrant de reprendre tous les mots comme ça. Ouais. Et ça permet de leur donner une autre signification. Oui, c'est un autre sens sur. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Genre, j'ai une pote qui travaille sur ça et tout, et qui me montre comment c'est lutte politique, les mots, le sens des mots, leur signification et tout. Oui, c'est une bataille extraordinaire, la bataille des mots. Hein. Donc, simplement, rappelez-vous ce que disait Jean Genet, quand, je ne sais pas si je vous l'avais dit, hein, quand on lui avait demandé un jour, mais avec tout le temps que tu as passé en prison, parce que je savais que Jean Genet a passé beaucoup de temps de sa vie en prison, vu qu'il était voleur. Hein, et vraiment, depuis très, très longtemps. Enfin, lui, on sait très bien que ça correspondait à un refus de la société. Hein. Il n'était pas kleptomane. Non, c'était un excellent élève à l'école, puis il était retiré de l'école. Enfin bref, on ne va pas vous raconter sa vie. Qui est tout à fait passionnante. Et Jean Genet, quelqu'un lui disait, mais je ne comprends pas comment est-ce que tu as appris à écrire avec tout le temps que tu as passé en prison. Et il dit, j'ai appris à écrire par la grammaire. D'accord. C'est extraordinaire parce que c'est quand même une des plus belles plumes de la littérature française, Jean Genet, vraiment. Hein, voilà. Enfin bref, donc la grammaire, je referme. Toujours est-il que les... il lit le commentaire, c'est ce que j'allais te relancer sur ça. Mais on va parler de cette émission. Et d'ailleurs, on dit, justement, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, pourquoi les sionistes de gauche ne veulent pas aborder le droit au retour ? Bien sûr. Parce que ça va effectivement poser problème. Voilà. Bien sûr. Mais bon. Alors Adler, tiens, c'est marrant, je l'ai vu l'autre jour au théâtre. Voilà, je suis allé voir une pièce de théâtre, elle était là. Et alors, elle était là, enfin, dans le public. Et toujours est-il que Laura Adler, oui, tiens, j'aurais bien aimé lui glisser un mot. Alors, elle dit, dans l'émission ce soir, a affirmé que si le droit au retour est appliqué, il n'y aura plus d'État d'Israël. Ce qu'elle oublie, c'est que l'État d'Israël ayant été appliqué, il n'y a plus de Palestine. Oui, non, mais c'est ça qui me fait. Il faut partir. Non, mais c'est toujours le truc. En plus, je veux dire, pour moi, la phrase n'est pas fausse, mais est-ce que c'est quelque chose de problématique ? Il n'y aura plus d'État d'Israël tel qu'il est actuellement, et l'État d'Israël tel qu'il est actuellement, c'est un grave problème parce que tu as des gens qui ne peuvent plus y vivre. Voilà. C'est une oppression terrible. Ouais, non, mais... les quelques images là, on est gentil parce que les images que je passe là, elles sont très soft. Hein. Ouais. J'aime pas assommer les gens avec des images dures. Hein. Oui, Anas, t'inquiète. Mais même nous en Palestine, et pourtant à l'époque, ça n'a même pas atteint le degré. C'était terrible. C'est terrible ce qu'on a vu. Je veux dire, c'est terrible ce qu'on a vu. Ouais. Et il n'est pas nécessaire de montrer du sang ou de montrer des choses. Voilà, un peuple qui ne plus. Il y a 13 millions de Palestiniens. Sur ces 13 millions de Palestiniens, 8 millions sont en dehors de la Palestine, répartis dans le monde entier, dans les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, ou exilés dans des villes même simplement, mais 8 millions sont exilés. Et les 5 millions qui restent en Palestine, toute partie de la Palestine confondue, Gaza, la Cisjordanie, la Palestine de 48 que les sionistes appellent Israël, eh bien ces 5 millions vivent une vie impossible, on l'a vu encore récemment, une vie impossible dont le but est de se débarrasser d'eux jusqu'au bout. Et voilà. Donc le problème est là. Alors Madame Adler, il n'y a plus d'État d'Israël, mais la question de savoir comment l'État d'Israël s'est installé. Ouais. Sur quoi il s'est installé ? Il s'est installé sur un terrain vague ? Est-ce qu'elle va nous ressortir la fable habituelle c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre ? Mais c'est absolument extraordinaire, ça. Ces Occidentaux qui arrivent quelque part dans le monde, et dès l'instant où cette partie du monde n'est pas peuplée d'Occidentaux, ils décident que cette terre est vacante et qu'on peut y faire ce que l'on veut et que le peuple, on peut l'écrabouiller, le peuple sur place, on peut réellement l'écrabouiller, en faire ce que l'on veut. Et après, on va à la télévision dire s'il y a le droit au retour, il n'y aura plus d'État d'Israël. Mais Madame Adler, vous êtes tranquille à Paris, vous. Vous savez ce que vivent les millions de Palestiniens qui sont en exil depuis 1948 et qui luttent depuis même un siècle, parce que Israël a été créé, mais depuis le début du XXe siècle, la colonisation, vous le voyez tous les jours, on voit les colons qui frappent les Palestiniens, qui les tuent, qui les massacrent, sans être le moins du monde inquiété. On a l'armée israélienne qui est là, on voit ce qu'ils font, qui détruisent, ça n'émeut pas Madame Laura Adler. La seule chose qui émeut Laura Adler, hein, c'est terrible si les Palestiniens revenaient. Alors en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'elle n'a même pas l'humanité. Merci Aïcha, merci beaucoup. L'humanité de se dire, écoutez, après tout, on va faire un État pour tout le monde. Oui, non, mais c'est ça. La priorité, c'est de sauver l'État d'Israël tel qu'il est actuellement. C'est ça. C'est ça. C'est le droit international, le droit aux réfugiés de revenir sur leur terre. Il y a quand même Israël qui va disparaître, quoi. Ah oui, c'est Israël, État de privilégiés, d'accord, où Madame Laura Adler
pourra aller continuer à se faire bronzer chaque été, je suppose. Non, parce que c'est son problème. Hein, sans être importuné par tous ces Arabes. Mais qu'est-ce qu'ils font là, tous ces Arabes? C'est absolument incroyable. Madame Adler qui va en Palestine, qui dit mais qu'est-ce qu'ils font là, tous ces Arabes, hein? C'est le fameux sketch de Guy Bedos. Hein. Le Maroc, j'aime beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a comme Arabes, hein? Bon, voilà. Alors c'est terrible parce que je le croyais comme un peu plus humaine. Laura Adler, hein. Je la croyais un peu plus humaine. Alors, concernant en plus... Mais il y a beaucoup de gens sur la question d'Israël qui perdent leur... Tout repère humain. Ouais, tout repère humain, humaniste. Ouais. Ils sont d'une dureté, mais absolument effroyable. Ouais. Alors, moi, je comprends qu'on soit dur avec les nazis. Bien évidemment. Nous sommes aussi. Mais on a l'impression d'un transfert. Non, mais ce que je veux dire... T'es chelou, ta phrase, d'un coup. Bon, d'accord. Ok, les nazis, on peut être... Qu'on soit impitoyable. Non, je m'explique. On demande la peine de mort. Je suis contre la peine de mort personnellement. Ouais. Donc pour tout le monde. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que je comprends que des gens exigent la peine de mort pour les nazis. Même si je suis, c'est ça que je veux dire. Hein. Oui, tu comprends la logique. Voilà. Je suis contre la peine de mort, mais je peux tout à fait comprendre. Ken West est vexé. Comment c'est courageux, ça, Youssef. Je comprends qu'on soit quand même offensif contre les nazis. Ouais, je comprends. C'est comme dans le film de Jean Dujardin. Jean Dujardin, un jour aussi, les nazis auront leur pays. Non, ce que je veux dire, vous connaissez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment contre la peine de mort et pour tout le monde, et quel qu'il soit, même les pires sionistes, d'accord, même les pires nazis, je suis contre la peine de mort. Mais tu comprends que certains soient pour la... Voilà. T'arrives à comprendre. Mais bien sûr, je comprends tout à fait que des gens, on sait très bien que ça ne réglera rien, ça fait revivre personne, mais je peux comprendre. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'aujourd'hui, il y a un transfert qui s'est fait. Et certains, c'est comme si dans leur esprit, ils avaient transféré sur les Palestiniens cette haine des nazis. Mais tu as beaucoup de parallèles. On a cette haine du nazisme. Hein, non, mais tu as tout un travail de transfert du nazisme sur le dos des Arabes et des Palestiniens, avec l'idée du nouvel antisémitisme. Mais tu te rappelles ce qu'avait dit Netanyahou sur le grand moufti de Jérusalem, en disant que c'est lui qui avait inspiré à Hitler l'idée de génocide. Alors, ce qui est totalement faux. Alors, et ce qui veut dire que c'est grave, il est en train d'excuser Hitler. Il est en train de dire, bon, Hitler ça allait, hein, le problème c'était le grand moufti de Jérusalem. C'était un truc de ouf. Il relativise tout à fait la Shoah en disant ça. Ouais, il relativise totalement, c'est-à-dire qu'il exonère Hitler de toute responsabilité. Ouais. Les responsabilités, ce sont les Arabes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on chez certains, on en arrivait à cela. Ouais. Chez certains, on en arrivait à cela. Chez certains sionistes, je peux vous assurer que d'ailleurs, on le voit tous les jours. Quand je vois M. Golnadel, par exemple, M. Golnadel qui fréquente des gros fachos. Hein, Gilles William Golnadel, l'avocat. Il n'était pas avocat de Génération Identitaire ou un truc comme ça. Bien sûr, il était avocat de Génération Identitaire, donc c'est à l'extrême droite. Avocat de la LDJ, le groupe sioniste hyper violent. Il sort des insanités racistes tous les jours. Il en a encore sorti une hier en disant que lui, les seuls colons qu'il voit, c'est dans le 93. Hein, il voit pas de colons juifs comme à Jérusalem. Il voit, par contre, les colons qu'il voit, une phrase de ce genre, hein, vraiment, c'est tout à fait ça, vous pouvez vérifier. Les colons qu'il voit, lui, c'est dans le 93. Vous avez compris. Ce type-là, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ? C'est lui qui avait emmené Audrey Pulvar en Palestine, hein, d'accord. Audrey Pulvar qui est avec lui, qui sortait avec lui d'ailleurs, je crois, pour la petite histoire. Peu nous importe leurs histoires, mais il y a des photos, il y a des photos de Golnadel et de Audrey Pulvar en Palestine, mangeant avec des officiers israéliens, rigolant, etc. Tout cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces gens-là ? Enfin bref. Alors voilà. Ce que je veux dire, c'est que Mme Laura Adler est émue parce que le droit au retour, qui en plus est un droit qui est fondé par le droit international, puisque c'est ça. Ces gens-là, ils vont vous parler du droit international, mais quand il s'agit de la Palestine, ils oublient tout. Alors ces gens-là, ils vont vous dire, mais tous les peuples aspirent à la paix, à la liberté, etc. Sauf le peuple palestinien, lui, n'a pas le droit à la paix, à la liberté, etc. Non, mais c'est ça, c'est souvent, ils sont en mode, bon, ok, ils disent pas de conflit armé, d'accord, pas de souci, bah appliquons le droit. Et bah alors le droit au retour, c'est... Voilà. Non. Il faut pas trop en parler, quoi. Non, il faut pas trop en parler. Et ce qu'il y a de très grave dans l'affaire du droit au retour, parce qu'il faut quand même savoir que la France était garante de l'application de la résolution 194 qui fonde le droit au retour. Hein. Et lorsque cette résolution a été prise, elle a été prise à l'automne 1948. Et elle a été prise à la suite d'un rapport fait par l'envoyé de l'ONU de l'époque, qui s'appelle le comte Bernadotte,
Ce comte Bernadotte, qui était l'envoyé de l'ONU et qui avait été responsable de la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était accompagné d'ailleurs d'un Français, un officier, le colonel Serrault. Et eh bien, ayant constaté la situation des réfugiés palestiniens, il fait un rapport qui sera remis à l'ONU. Il est assassiné tout de suite après. Ouais. Il est assassiné par l'Irgun, ainsi que le Serrault, l'officier français qui était son aide de camp. Ils sont assassinés à Jérusalem. Ils sont assassinés par un commando de sionistes. Et le chef du commando, de ce commando, deviendra garde du corps de Ben Gourion par la suite. Et d'ailleurs, il a fini ses jours comme garagiste à Tel Aviv, tout à fait tranquille. Je me rappelle d'une interview de lui dans Le Monde il y a très longtemps où il disait que si c'était à refaire, il le refait. C'est la seule fois où un envoyé de l'ONU a été assassiné. Ah ouais. Oui, bien sûr. Et le comte Bernadotte fait partie de la famille royale suédoise. C'est pas n'importe qui a sauvé beaucoup de juifs pendant la guerre, puisque en tant qu'envoyé de la Croix-Rouge, il a négocié, etc. Et d'ailleurs, si le colonel Serrault était avec lui, c'est parce que le colonel Serrault, dont la femme avait été déportée en camp, voulait rencontrer Bernadotte pour le remercier d'avoir permis la libération de sa femme, parce qu'il y avait eu une négociation avec les nazis et des gens avaient été libérés. Et donc voilà, c'était pour le remercier. Et pour remercier le comte Bernadotte qui se retrouvait avec lui, il ne savait pas qu'il allait trouver la mort. C'est ouf. Voilà. Et assassiné donc par un commando sioniste qui reprochait à Bernadotte son rapport sur les réfugiés palestiniens, parce que Bernadotte, au départ, il part en Palestine, il est très sioniste. Ouais. Et constatant ce qui se passe, c'est absolument terrible. Il voit des centaines de villages détruits, avec des files de réfugiés sur les routes, etc., harcelés en plus par les sionistes, par l'aviation sioniste, et il hallucine complètement. Ouais. Parce que lui, il avait le récit occidental sur simplement l'armée israélienne, très morale, mais il voit bien que c'est une guerre. Voilà la réalité. Voilà. Et il fait ce rapport. Il demande si ça s'écrit comme ça, Bernadotte. Avec 2 T. 2 T, d'accord. Bon, et le colonel Serrault, la France n'en a jamais voulu à Israël d'avoir assassiné quand même un de ses officiers. Et Bernadotte, eh bien, le rapport de Bernadotte, comme on dit, l'a accompagné dans son cercueil. C'est-à-dire que l'ONU n'a pas appliqué. Mais cette résolution, elle existe, elle n'a jamais été abrogée. Elle dit les réfugiés palestiniens peuvent et doivent rentrer dans leur foyer. D'accord. Il n'y a pas de prescription. Non. Oui, ils vont dire il y a des prescriptions. Bonne question, il n'y a pas de prescription. Sauf quand, effectivement, une résolution est abrogée, comme ce sera le cas avec les résolutions condamnant l'apartheid et le sionisme. Alors, c'est exactement, je cite, ce sont 2 résolutions qui ont été prises à la fin des années 70, à l'époque où le tiers-monde était puissant. Et ces 2 résolutions disent nous condamnons l'alliance criminelle entre le régime sioniste et le régime d'apartheid. L'alliance criminelle et raciste entre les régimes. Voilà. Ce sont des résolutions qui condamnent le sionisme comme étant un racisme de concert avec l'apartheid d'Afrique du Sud à l'époque. Puisque Israël et l'Afrique du Sud étaient les 2 États les plus alliés au monde, mais surtout à tout point de vue. Faut savoir que des parachutistes sud-africains se sont battus aux côtés d'Israël contre les Arabes pendant la guerre de 67. L'Afrique du Sud a même envoyé des troupes aux côtés d'Israël. Et tout le temps, voilà, et leur union sera totale jusqu'au démantèlement de l'apartheid d'Afrique du Sud. Malheureusement, l'autre apartheid, celui d'Israël, n'a toujours pas été démantelé. On va parler de ça. Il y avait Anas qui avait une question. L'historien sur le plateau affirmait, de l'émission, que les derniers événements étaient possiblement le début d'une intifada. Tu penses quoi ? Moi, je pense que l'intifada n'a jamais cessé. C'est le contraire qu'il faut prendre. Les Palestiniens n'ont jamais accepté, depuis le début du XXe siècle, la première intifada... Vas-y. En fait, la lutte palestinienne a toujours existé. Depuis le premier jour, les Palestiniens n'ont jamais accepté. Il y a des périodes de repli, d'accord, mais aussitôt, la résistance reprend. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Le problème, il est que, malheureusement, alors si on veut parler en termes précis de ce qui se passe actuellement, le grand problème, c'est que cette intifada se passe dans une situation beaucoup plus difficile pour les Palestiniens, puisqu'on a un monde arabe qui est complètement émietté, où la réaction, les régimes réactionnaires arabes collaborent même avec Israël, avec cette affaire des accords d'Abraham, datant d'il y a 2 ans, de 2020. Et l'Arabie saoudite, les Émirats, un certain nombre de pays reconnaissent
et collabore avec Israël, le Maroc. Alors je parle des régimes, je ne parle pas des peuples, évidemment. Hein, on est bien d'accord. Et cela, évidemment, rend beaucoup plus compliquée la tâche des Palestiniens. Puisque Israël, maintenant, a des soutiens au sein même. Enfin, les régimes, auparavant, n'osaient pas. Même s'ils collaboraient avec Israël, ils n'osaient pas le montrer. Maintenant, ils le font au su et au vu. Ils en sont fiers. Ils font des réunions ensemble. Ils font du business ensemble. Ils font de l'argent ensemble. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a aucune condamnation actuellement. Ouais. Il y a très peu d'États. Il y a quelques États arabes qui ont condamné, évidemment, ce qui se passe actuellement. Il n'y en a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas quand de... Et donc, c'est un vrai problème. Les Palestiniens luttent dans des conditions terribles, effroyables, avec énormément d'ennemis à la fois. Il est rare qu'on ait un peuple qui ait tant d'ennemis, tant de régimes ennemis à la fois. Il y avait des questions, mais je les poserai après. Moi, avant que de poser la question de VAT, j'aimerais bien t'as vu Orwiller, tu parlais d'apartheid, Orwiller qui s'est insurgé dans l'émission parce qu'elle a dit il y a une émission, c'était avant-hier je crois sur France 2 ou France 3, je sais plus, sur la Palestine, et d'un coup Orwiller, tu sais, la rabbin, a dit que soi-disant libéral. Mais là, j'aime bien parce que dans ces situations-là, ça révèle tout ce qu'on n'arrête pas de dire sur ces gens-là, sur ces sionistes de gauche qui se la jouent progressistes. Ah non, il nous intéresse le sort des Palestiniens, mais bon, quand même. Et donc là, il disait, il ne faut pas utiliser le terme apartheid. Pourquoi ? Parce que ça peut brusquer. Parce que ça ferme le dialogue, en fait. On imagine ça, l'Afrique du Sud, de dire non, mais dites pas aux Sud-Africains qui pratiquent l'apartheid. Ça peut les fâcher quand même un petit peu. Oui, bien sûr. Dites pas aux nazis qui pratiquent l'apartheid. Et le génocide, il est... Excusez-moi. Ne dites pas aux nazis qu'ils pratiquaient l'apartheid contre les juifs pendant la montée. Génocide, quoi. Bien sûr, et le génocide même. Ça peut les brusquer, ça ferme le dialogue. Oui, alors je parle même pas du génocide, non, mais je parlais même de la montée du nazisme, où il y avait déjà un apartheid contre les juifs qui est institué en Allemagne. Hein. Fallait surtout pas dire parce que c'était contre-productif. Vous savez que, mais cela dit, il y a quand même à l'époque, n'oublions pas qu'il y avait quand même aux États-Unis des gens qui trouvaient pas ça si terrible que cela, ce que faisaient les nazis en Allemagne. Hein. Pour d'ailleurs, Roosevelt, entre autres. Hein. Il faudrait interroger le récit de les Occidentaux qui ont réagi en soutien aux Juifs. Alors que moi, je pense qu'ils auraient beaucoup plus de temps si ça ne contrevenait pas directement à leurs intérêts, l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne aurait pu continuer à avoir des lois antisémites, à traiter de manière totalement catastrophique les Juifs et tout, à être inhumain avec les Juifs, tant que ça ne brusquait pas leurs intérêts. Et en fait, là, ils ont fait un récit. Les Occidentaux sont allés sauver les Juifs parce qu'ils étaient attaqués. Je suis en mode. Alors, moi, j'y crois pas trop. Alors, non seulement tu n'y crois pas et tu as parfaitement raison, mais ce serait même bien un jour de consacrer une émission à cela. Ouais. Parce que pour détruire la principale fake news, l'énorme fake news, selon laquelle eh bien, le monde occidental était compatissant vis-à-vis des souffrances des Juifs. Ah ouais. Alors, aussi bien avant la Seconde Guerre qu'après la Seconde Guerre. Parce que ça vaut vraiment la peine. Je vous conseille un bouquin déjà, si vous êtes intéressé, un bouquin qui s'appelle « Les Américains et la solution finale » et qui fait le point là-dessus, et vous allez découvrir des choses absolument incroyables. Alors voilà, très rapidement, il faut bien comprendre une chose, c'est que les Occidentaux, je dis bien, je ne parle pas d'associations, je ne parle pas de gens de gauche, etc. Je parle des régimes politiques, évidemment, avaient très peu de compassion pour la situation des Juifs, avant la Seconde Guerre. Mais le problème, c'est que donc la répression et les massacres, et bon, en tout cas tout le début, de ce qui deviendra la Shoah, n'auraient pas eu une telle ampleur s'il n'y avait pas eu une complicité occidentale. Bah oui. Et cette complicité, elle s'est faite principalement à travers une chose, c'est l'immigration, le refus de l'immigration. On constate qu'avant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, on vous dit la Palestine était le seul refuge des Palestiniens. Alors d'abord, les Palestiniens, le peuple palestinien, et la Palestine est le pays du monde qui a accueilli le plus de réfugiés juifs avant la Seconde Guerre. Donc en quelque sorte, qui en a sauvé le plus, bien évidemment. Ouais. Et ça, c'est quand même important de le dire. C'est qu'aujourd'hui, on applique aux Palestiniens. Alors on va nous dire, ils n'étaient pas... oui, sauf que les Palestiniens n'étaient pas contre le fait que des Juifs viennent se réfugier. Ils étaient contre le fait qu'on colonise leurs terres. Ouais. C'est deux choses différentes. On vole leurs terres Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune complaisance des Palestiniens vis-à-vis du nazisme. On nous cite à chaque fois le Grand Moufti. Mais le Grand Moufti, c'est le Grand Moufti. Mais il n'y a eu en Palestine aucun mouvement politique
on aurait pu dire, vu que les Palestiniens étaient, subissaient une colonisation, sioniste, donc on aurait pu, on serait bien en peine de trouver en Palestine un seul mouvement qui aurait été favorable, ou même un mouvement clandestin, puisque les Anglais étaient en Palestine, qui aurait été favorable au nazisme. C'est absolument faux. Et au contraire, beaucoup de Palestiniens, alors on va nous dire qu'ils étaient obligés sans doute, mais beaucoup de Palestiniens vont combattre dans l'armée britannique contre les nazis. Alors ce que je veux vous dire, c'est que les Occidentaux ont fermé leurs portes aux réfugiés juifs avant la Seconde Guerre. Des lois ont été votées qui limitaient l'émigration des réfugiés juifs d'Europe vers la France, vers l'Europe occidentale, vers l'Europe de l'Ouest, mais Royaume-Uni, France, etc., mais également les États-Unis. Ouais. Et des pressions ont été faites pour que les Juifs n'émigrent pas là-bas. Et je peux vous dire une chose, c'est que les sionistes ne se sont jamais opposés à ces lois. Pour une raison qui est simple, c'est que les sionistes voulaient absolument que les Juifs n'aient pas d'autre solution qu'aller en Palestine. Et il y a des tas de... Tout ce que je vous dis est parfaitement documenté, si vous êtes intéressé. D'ailleurs, sur ces sujets-là des musulmans, je ne sais pas si... J'ai l'impression que c'est à l'envers. Les gens, vous le voyez comment, le livre? Parce que là, sur l'écran, j'ai l'impression que c'est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Mais allez lire là, Les musulmans et la machine de guerre naziste de David Motadel, et qui détruit toutes les... C'est à l'envers? Je ne comprends pas pourquoi c'est à l'envers. Mais c'est un livre... Attendez. Oui, c'est une thèse. C'est une thèse d'un chercheur américain. Excellent bouquin. Et qui détruit tous les discours sur la pseudo-attirance des musulmans avec le régime nazi. Et notamment, il travaille beaucoup sur l'image du grand moufti. Il montre que, en fait, le grand moufti, il était avant le rapprochement avec les nazis, il était déjà un peu en chute, en chute de reconnaissance en Palestine. Et en fait, il y a une sorte de contrat. Il y a une sorte de les deux camps, ça leur allait parce que en même temps, le grand moufti pouvait chercher une crédibilité avec les nazis pour se donner l'impression d'être le porte-parole des Arabes. Et en même temps, les nazis pouvaient utiliser le grand moufti pour faire croire que les Arabes étaient avec eux. Mais dans la réalité... pour gagner la sympathie des Arabes. Voilà, et dans la réalité, ça n'a eu aucun effet. Alors non seulement ça n'a eu aucun effet, mais n'oublions pas que le grand moufti était d'abord l'homme des Anglais. L'homme des Anglais, et que justement, il a été discrédité pour cela. Le grand moufti était quelqu'un qui disait « faisons confiance à nos amis anglais » pendant l'époque du mandat. Au moment où les Palestiniens commencent leur grande insurrection, la grande intifada de 1936, il faut comprendre que les Palestiniens, il faut d'abord mais il faut savoir que les Palestiniens ont lancé une grande révolution, c'est la révolution de 36-39. Entre 1936 et 1939, les Palestiniens ont lancé une grande révolution nationale qui va échouer, certes, mais un très grand mouvement, qui va concerner toute la Palestine et qui va commencer par une très longue grève générale, depuis 6 mois. Toute la Palestine va être paralysée pendant 6 mois. Les commerces, les ports, les dockers, les agriculteurs. Et elle va se prolonger, cette grève générale, par une insurrection armée dans tous les villages contre les Britanniques et contre les sionistes qui sont alliés aux Britanniques. Ce qui deviendra la Haganah, l'embryon de l'armée israélienne. Encadré par des officiers anglais, notamment l'un qui était un vrai criminel, un sadique, pourrais-je dire, qui s'appelle Ord Wingate. Ord Wingate est l'officier britannique, un colonialiste absolument incroyable, d'un esprit sanguinaire effroyable, et c'est lui qui a entraîné les premiers escadrons de la Haganah. Et d'ailleurs, même l'armée israélienne en fait une gloire, et beaucoup d'officiers, après la guerre, se vantaient d'avoir été instruits par Ord Wingate. Il mourra par la suite, Ord Wingate, en Birmanie pendant la Seconde Guerre. D'accord ? Mais c'était vraiment, excusez-moi l'expression, un salaud. On a le droit de le dire ? Oui, on a le droit de le dire. Ouais. Mais vraiment. Surtout si c'était un salaud. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Occidentaux, en vérité, qui prétendent avoir été l'ami des Juifs, c'est absolument faux. Ils ont empêché les Juifs, et bien évidemment, il y a eu plusieurs exemples de bateaux, de bateaux, notamment le Saint-Louis, un bateau états-unien, vous le savez, qui était chargé de réfugiés juifs allemands, qui va essayer de gagner l'Allemagne. Enfin, ils pensaient qu'ils avaient réussi à se sortir du guêpier nazi. C'était des juifs allemands. Et le bateau, lorsqu'il arrive à proximité des côtes états-uniennes, on lui fait savoir qu'il ne pourra pas débarquer en vertu des lois anti-immigration que les États-Unis ont votées et qui n'ont pas reçu l'hostilité des sionistes. Comme je vous l'ai expliqué absolument, il y a une complicité des sionistes avec ces lois d'immigration parce qu'ils ne voulaient pas que les Juifs aillent ailleurs qu'en Palestine. Donc les sionistes aux États-Unis ne se sont pas du tout opposés à cette loi. Il faut vraiment le savoir.
pourra parler de la conférence de l'hôtel Biltmore en 41, etc. Bref. Mais en plus, il faut... Et le bateau a été renvoyé en Allemagne. D'accord. Avec ces réfugiés qui finiront dans les camps d'extermination. D'accord. Et le truc le plus terrible, c'est que non seulement avant-guerre, mais après-guerre également, à la Libération, des lois sont renforcées qui interdisent aux réfugiés juifs, donc aux rescapés des camps d'extermination, d'émigrer vers le reste de l'Occident. Mais tout ça est absolument toujours documenté, il n'y a aucun souci. Dans le bouquin dont je vous parlais, Les Américains et la solution finale, d'accord ? Eh bien, le but était là encore d'obliger les Juifs, les réfugiés juifs, à aller en Palestine. Et donc, ça a été quelque sorte la Palestine obligatoire pour les rescapés des camps d'extermination. Alors là, j'ai une foultitude de documents là-dessus. Voilà. En fait, c'est aussi, il faut s'opposer à cette vision de... Et c'est ce que fait Chapoutot un peu, l'idée de l'exceptionnalité de l'Allemagne nazie. En fait, quand on lit, on a l'impression que paf, d'un coup, l'Allemagne est devenue nazie, mais toute seule. Je veux dire, elle était dans une région où il n'y avait rien autour, et elle est devenue nazie et a décidé de tuer les Juifs. Et il explique que, en fait, toute l'Europe était un peu comme ça. Absolument. L'Allemagne a poussé au maximum, mais veut dire ça ne sort pas de nulle part, en fait. Bien évidemment. Si on parle de la France, il faudrait, alors, et si on s'intéresse à la France, alors c'est un peu bête, mais c'est une thèse qui a été écrite par un sioniste, et son nom va me revenir, qui vit en Israël maintenant. C'est un type de droite, vraiment de droite, avant de partir même, c'était un Français. Et il a fait une thèse là-dessus. Alors lui, son but est de dégommer la gauche. C'est de dégommer la gauche, mais en tout cas... Dreyfus, oui, on se rappelle Dreyfus. Ah et donc ce sioniste, cet historien, son nom va me revenir, eh bien, il explique, et il n'a pas tort, explique comment toute une partie d'humanistes français qui se disaient judéophiles, parce que vraiment c'était ça, ils se disaient judéophiles, qui appartenaient à des associations antiracistes, etc., avant la Seconde Guerre, eh bien comment ces gens-là, par esprit pacifiste, vont devenir antisémites. D'accord. Et ils vont peu à peu intégrer le narratif nazi, selon lequel tout le monde voyait bien qu'on allait vers la guerre. Et comme ils étaient tellement pacifistes et la chose qu'ils redoutaient le plus, c'était la guerre, finalement, ils ont intégré aussi dans leur esprit que cette guerre, finalement, c'était à cause des Juifs. D'accord. Et donc finalement, vous savez la fameuse phrase « Nous n'irons pas mourir pour Danzig ». Qui voulait dire la France doit rester neutre, peu importe ce que fait le nazisme, etc. Danzig en Pologne. Bon, c'était un petit peu ça. C'était nous n'irons pas mourir pour ces juifs qu'Hitler persécute. On a tellement peur parce qu'il y avait encore le souvenir de la guerre 14-18, il y avait tout cela. Et il explique très bien comment tout un discours antisémite finalement va être repris par des gens qui au départ se disaient judéophiles. Alors c'est vraiment tout à fait intéressant. Je vous dirai le nom. C'est Ben Gurion lui-même qui exigea que les grandes puissances ferment leurs portes aux candidats juifs à l'immigration afin d'assurer que suffisamment de juifs puissent trouver de refuge qu'en Palestine et ainsi de regrouper massivement la population. C'est exactement ce que je viens d'expliquer, c'est exactement cela. Et notamment ça se fait à la Je bouge tout le temps les gens. Ouais, à la conférence de l'hôtel Biltmore. La conférence de l'hôtel Biltmore en 41 à New York, c'est là où Ben Gurion prend le pouvoir au sein de l'exécutif sioniste contre l'ancien Weizmann. Weizmann qui paraissait trop modéré pour les sionistes, désormais. Weizmann était un Anglais, un juif anglais, etc., et qui avait eu cette phrase, il disait « La Palestine doit devenir aussi juive que l'Angleterre est anglaise ». Ce à quoi Ben Gurion, qui était le challenger, qui voulait prendre la place de Weizmann, disait en fait Weizmann est trop mou. Non. C'est pas vrai, la Palestine ne doit pas devenir aussi juive que l'Angleterre est anglaise. La Palestine doit devenir aussi juive que possible. Essayez de comprendre. Quand on dit que la Palestine doit devenir aussi juive que l'Angleterre est anglaise, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des juifs en Palestine. Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas que des Anglais. Vous voyez ce que je veux dire et Ben Gurion répond en disant non, elle doit devenir aussi juive que possible. Ça veut dire qu'il faut repousser jusqu'au bout, il n'y a pas de limite. Jusqu'au moment où il n'y aura plus que des juifs en Palestine. Voyez. Et c'est comme ça que Ben Gurion va prendre le pouvoir. Et Ben Gurion, à la conférence de l'hôtel Biltmore, c'est clair. Alors qu'à ce moment-là, la Shoah va bientôt commencer. Enfin, elle va commencer avec l'invasion de l'URSS en juin 41. Auparavant, il y a quand même énormément il y a des massacres, il y a tout cela, etc. Mais la Shoah en tant que telle. Et au moment donc où la Shoah est en train de se mettre en place, où la Shoah devient... la seule préoccupation de Ben Gurion, c'est combattre les Anglais en Palestine, c'est s'opposer aux Anglais en Palestine.
il y aura une petite pause dans la lutte armée que les sionistes. Enfin, les sionistes vont. Déjà, il y avait des frictions entre les troupes britanniques en Palestine et les groupes sionistes. Mais il faut comprendre que dès 1943, les sionistes en Palestine commencent la lutte armée contre les Anglais en Palestine, alors qu'on est encore en pleine guerre, en pleine extermination. Il faut savoir que le plus gros d'extermination, mis à part ce qu'on appelle la Shoah par balle, qui va commencer avec l'invasion de l'URSS en 1941, ce qu'on appelle la Shoah par balle, eh bien, c'est là où ils font des énormes trous. Voilà, exactement, comme Babillard, etc., en Ukraine. Et avec l'aide d'un certain nombre de nazis ukrainiens qui sont vénérés actuellement à Kiev, je suis désolé, mais c'est la réalité que je dis. Le groupe de Bandera, le parti de Bandera, nazi ukrainien. Et ce que je veux dire, c'est que l'essentiel de la Shoah va donc se faire plutôt vers 43, 44, 45, jusqu'en 45. Et c'est un moment où des groupes sionistes en Palestine, notamment le groupe Stern, dissident du groupe Irgun, va commencer la lutte armée contre les Anglais. C'est absolument extraordinaire de le dire que les sionistes, pendant qu'il y a la Shoah, des sionistes font déjà la lutte armée contre les Anglais en Palestine. Ouais. Bon, alors après, c'est eux qui vont nous dire que les Arabes étaient les complices des nazis. Alors quant au Grand Moufti, tu l'as très bien dit, le Grand Moufti n'a plus aucun rôle en Palestine. Ouais. Il n'avait aucun rôle. Il a fui la Palestine parce qu'il était menacé, il a été condamné à mort par les Anglais. Lorsque l'insurrection en Palestine commence, le Grand Moufti se rend compte qu'il a été dupé par les Anglais. Et que sa politique d'amabilité avec les Anglais et de considérer, eh bien finalement ça ne marche pas du tout. C'est les Anglais d'ailleurs qui l'ont nommé Grand Moufti parce que la charge de Grand Moufti n'a jamais existé en Palestine. Donc on lui a donné ce titre, d'accord, dont il s'est paré. Il réussit à fuir Jérusalem, et puis à gagner la Syrie française. La Syrie est française à l'époque, d'accord. De là, avec le déclenchement de la guerre, eh bien la France le somme de partir de Syrie évidemment. Et c'est là qu'il va gagner le seul territoire où il peut aller, c'est les territoires du Reich, tout simplement. Je ne suis pas en train d'excuser le Grand Moufti, je dis simplement le processus. Oui, bien sûr. Toujours est-il que Elias Sambar, l'historien palestinien, dit en fait, le Grand Moufti, en dépit de ce qu'on peut lui reprocher, ça va être le premier réfugié palestinien. Parce que c'est lui qui va vivre le premier l'exil que connaissent aujourd'hui 8 millions de Palestiniens. Ouais. Et donc après, il va se mettre au service de l'Allemagne. Les Allemands ont tellement peu confiance en lui d'ailleurs, qu'ils ne lui confient même pas l'émission de radio qu'il demandait de Radio Berlin. Donc les Allemands avaient une radio à destination des Arabes, Radio Berlin, la voix des Arabes, et il a demandé à en être chargé. Oh non, on lui a même pas donné. Mais c'est totalement exagéré le rôle qu'on lui donne et ça n'a aucune influence. Et c'est vraiment un discours idéologique pour faire croire que en fait, ce sont les Arabes. Wissam, bah oui, c'est. Est-ce qu'il l'a dit à Youssef? Viens parler, Youssef. Bah oui, c'est l'émission de Youssef. Il y a quelqu'un qui te demandait est-ce que c'est en lien aussi avec l'origine du fascisme quand on parlait de. Il me semble que je sais plus comment il s'appelle l'historien connu d'ailleurs, je crois qu'il est juif américain et qui montrait que la France était parmi les plus avancés sur le fascisme. Steph, non, un truc. Et il y a aussi ce que je conseille aussi comme historien sur toute cette période, c'est Enzo Traverso aussi. Enzo Traverso, tout à fait. Enzo Traverso. Mais je sais plus comment il s'appelle l'autre historien. Ça va me revenir tout de suite. Faut pas que je le cherche, parce que si je le cherche, à chaque fois que je le cherche comme ça, je ne retrouve pas. Comment ça va me revenir? Sternel? Non, Zef Sternel, non, c'est pas Zef Sternel. Zef Sternel, il a écrit sur les droites en France. Non, c'est le premier qui effectivement va. Mais je crois que moi je pensais à lui. Je crois que je pensais à Zef. Mais tu as tout à fait raison, parce que c'est le premier qui va faire un travail sérieux sur Pétain, sur le pétainisme. Ah oui. Et chose que les Français n'avaient pas voulu faire jusqu'à maintenant. Bon, ça va être une émission un peu spéciale Palestine, c'est pas grave, ça va être l'actualité. Mais c'est vrai que en fait, les gens ne comprennent pas la question de la solution à 2 États ou à un État. Ah oui. D'ailleurs, moi j'ai lu un dernier livre à La Fabrique, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'une Palestinienne, et qui prescrivait la solution à un État en disant que mais de toute façon, là, en tant que tel, on n'a qu'un État en fait. Il n'y a pas 2 États, c'est qu'il n'y a qu'un État. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle d'apartheid. Il y a en fait il y a un État, Israël gère Gaza, Israël gère tout ça. Donc ça ne peut partir que de ça. De toute façon, le problème est simple. La question est de savoir... Merci Carmi, ouais, c'est ça. Merci Tibil. Oui. Le problème est simple, c'est que l'histoire de 2 États, ça pouvait avoir encore un sens. Paxton, il me demande. Paxton, c'est Paxton, voilà. Oui, Robert Paxton, bien sûr. Mais ça, il a fait tout le truc sur Vichy et tout.
Oui, bah c'est ça. Il a fallu un Américain pour faire ça. Tu pouvais Mais pas. bien sûr. D'ailleurs, et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de l'objectivité en sciences et tout. Pour parler de Vichy, les gens, il a d'abord fallu des chercheurs étrangers Absolument. pour vraiment dire la réalité de ce qu'a été Vichy, de ce qu'a été la France et même De Gaulle. Même l'histoire de De Gaulle et de l'Algérie, c'est aussi un chercheur américain, Gray Anderson, qui a fait le meilleur livre sur. Qui est extraordinaire. C'est comment le FLN a gagné la guerre d'Algérie, en fait. Hein. Donc, C'est comment la France a perdu la guerre d'Algérie. Enfin, c'est l'un des deux. C'est une thèse et je la recommande absolument. Elle est extraordinaire. Voilà, il faut absolument la lire. Alors Robert Paxton, qui a obligé les Français à sortir un petit peu de cette histoire dorée, selon laquelle ce pays tout entier avait été résistant, tout entier s'était opposé. Mais en même temps, le problème, il est... oui, puis bien sûr, le chagrin et la pitié, bien sûr, de Max Ophuls, qui l'a aussi... et puis un autre aussi qui s'appelait Français, si vous saviez. C'était aussi un documentaire. Son nom... C'est Louis qui a fait ça. Je ne sais pas. Harry, c'est Louis. Je ne sais plus. Enfin bref, Français, si vous saviez qu'il a aussi mettait un petit peu le nez dans la réalité aux Français. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à cela, les Français, c'est un peuple comme un autre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en France aurait pu se passer ailleurs. Nous ne sommes pas en train de dire... oui, bien sûr. Voilà. Ça s'est passé comment en Suède. Ça s'est passé en Belgique, enfin ça s'est passé un petit peu dans d'autres endroits. Donc voilà, mais simplement c'est dire la réalité. Il n'y a pas de peuple supérieur aux autres, aussi bien ou inférieur aux autres, que ce soit aussi bien dans la gloire ou dans l'infamie. Hein. Donc voilà, mais simplement on était dans un récit national. Donc lire absolument Madame l'excellente historienne qui malheureusement nous a quitté, Suzanne Citron, une excellente historienne qui a complètement démonté le mythe national français. Suzanne Citron, rappelez-vous. Et donc le mythe national, c'était de dire que les Français tout entiers ont été des résistants, hein, ou en tout cas soutenaient la résistance. Et les Français tout entiers, eh bien, ont lutté contre l'antisémitisme. Hein, et étaient solidaires de leurs concitoyens juifs. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que c'était leurs concitoyens juifs. Ça n'était pas des juifs. Il faut toujours faire attention à cela. C'était leurs concitoyens. Donc je ne sais pas si vous imaginez, on va permettre à un régime de s'en prendre à vos voisins, à vos amis, c'est ça, en raison de leur appartenance, réelle ou supposée d'ailleurs, hein, à une religion. Parce qu'il faut bien aussi prendre en tête, faut bien avoir aussi en tête que les critères de définition des juifs par Pétain et le Troisième Reich et Pétain, parce que Pétain a repris, sont des critères tout à fait spéciaux que tous les juifs ne reconnaissent pas forcément. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que je dis, voilà. Mais voilà, peu importe, toujours est-il que c'est faux. Et ben c'est faux, on l'a bien vu. Alors bien sûr, il y a des gens formidables dans ce pays, en France. Il y a eu des résistants extraordinaires de courage. 5% apparemment, selon Amouroux. Oui. Maximum 5. Mais oui, c'est ça. Vous savez, en gros, on estime le nombre de résistants armés en France à environ 20 000. D'accord, ouais. Maintenant, on estime aussi le nombre de francs collabos, hein, qui portent une arme et qui collaborent à peu près la même chose. Après, mais entre les deux... Après, il y a aussi... de la résistance un peu passive, voilà, un peu. Oui. Pas que t'as des gens qui essaient un peu de saboter par-ci par-là sans entrer vraiment dans la résistance. De l'autre côté aussi. Voilà. On a aussi des gens qui ont pris les armes carrément, donc la fameuse division. La division Charlemagne. En fait. Ce qu'on appelle la division Charlemagne, vous savez, c'est une division de SS français, dans laquelle comment se sont retrouvés Doriot notamment, l'ex-maire de la ville de Saint-Denis. L'ex-maire communiste, qui était un ancien communiste, qui va virer au nazisme. D'accord. Oui, Doriot. Et qui, Doriot. En plus, c'est absolument incroyable, parce que Doriot était un des plus grands anticolonialistes au départ. Je crois qu'il est d'ailleurs toujours référencé, mis en avant souvent positivement par Soral. Parce qu'il doit avoir le même, la même trajectoire. Évidemment, de la part de Soral, je pense que même que Soral a un poster de Doriot chez lui. Et puis aussi de Marcel Déat. Alors Marcel Déat, c'était la SFIO. Doriot, le PC, et Déat, c'était le PS, on va dire. Hein. Déat, c'est la même chose que Doriot. Il va aussi constituer un parti fasciste de collaboration. Donc voilà, toujours est-il que... Voilà, une courbe en cloche, en gros, et puis entre les deux, on a toute une masse de gens qui attendent de voir ce qui va se passer. Et qui surtout, n'oublions pas une chose, tentent une chose, c'est de survivre. Bah oui, parce que c'est ce que disait, il y avait une citation, mais oui, il y a beaucoup, c'est la survie, quoi. Bien sûr. Oui, les scènes du chagrin et de la pitié, c'est ça, où le bourgeois dit que le nazisme, il y avait que ça de logique pour sa génération brutale.
Oui, tout à fait. C'est ce que dit aussi François Genoux, qui était un banquier, hein, qui raconte aussi comme quoi, quand il était jeune, pour lui, le nazi, c'était une aventure extraordinaire et formidable. Doriot, c'était pas un indépendantiste breton? Non, vous confondez, non, pas du tout. Non, Doriot, le nom d'indépendantiste breton, son nom va me revenir. Non, Doriot, c'était le maire de Saint-Denis. Oui, pareil pour la Belgique. Hein. Voilà, décidément, c'est la journée des oublis. Pareil pour la Belgique, j'ai oublié son nom, qui finira chez Franco, hein, qui finira ses jours, le collabo belge, qui finira ses jours chez Franco, après-guerre, bien évidemment. Voilà. Alors, toujours est-il que non, Doriot, c'était le maire de Saint-Denis. Alors, le parcours de Doriot est incroyable. Enfin, c'est terrible. En même temps, parce que c'était une des rares voix qui va soutenir franchement le RIF marocain. À l'époque, il est très bien. Il est communiste. Il est formidable. Oui, c'est vrai. Et, non, je rigole pour la. Oui, on va revenir. On va y revenir. Voilà, on y arrive. Alors, toujours est-il que Doriot, finalement. Va être exclu de la direction du parti parce qu'il reproche à la direction du parti communiste d'être trop mou sur la question du RIF. Ouais. Vous vous rendez compte? Mais du coup, il va progressivement prendre du champ et il va accuser la direction du parti d'être lié complètement à Moscou. Bref, il va finir par anticommuniste et dans la collaboration. Et il va mourir sous l'uniforme allemand. D'accord. On n'a jamais vraiment expliqué comment Doriot était mort. À la fin de la guerre, il rejoint les derniers fachos français à Sigmaringen en Allemagne. Ils sont tous réfugiés là-bas, hein, au fur et à mesure que les Alliés avancent en France. Tous les pétainistes, ils vont se retrouver en Allemagne. Et lui, il va être tué, Doriot, au volant de sa voiture. Un avion anglais prend pour cible sa voiture avec laquelle il rejoint les autres en Allemagne. Voilà. Et certains disent qu'en fait il aurait été éliminé pour éviter. Il aurait été éliminé par les pétainistes parce qu'ils le suspectaient de vouloir se rendre aux Anglais. Et donc voilà. Enfin, d'accord. Le belge, c'est De Grelle. De Grelle, pardon. De Grelle, la division, les rexistes. Et pour la France, c'était la division Charlemagne. La division Charlemagne, qui va donc réunir tous les copains, tous les gens que nos fachos actuels aiment bien, hein, de Soral à Zemmour. Voilà, c'était la division Charlemagne, mais qui aura une petite tenue, qui ne va pas être extraordinaire en termes de combat, hein, vraiment, qui va se faire balayer complètement. Alors, toujours est-il que on en revient à nos deux États. De toute façon, à une époque, on pouvait encore croire au droit, enfin, il faut toujours continuer malgré tout à croire au droit international. Mais en sachant que ce n'est pas une fin en soi, on s'appuie sur le droit international, mais pas comme étant une fin en soi, parce que le droit international, finalement, justifie Israël, etc. Mais on s'appuie sur le droit international pour aller plus loin. Ouais. Hein, c'est ça la tactique. Ça peut être l'une des armes à utiliser. Voilà, c'est l'une des armes, parce que le droit que nous, on soutient, c'est d'abord le droit des peuples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La règle, la morale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On ne peut pas persécuter un peuple qui est chez lui, évidemment, pas un peuple qui est chez les autres, parce que sinon on va nous dire que finalement les sionistes, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce que disent certains d'ailleurs. T'as toute une lutte comme ça. Les Juifs n'auraient pas le droit de faire un État. Moi, ils ont fait leur lutte, les Juifs, les Israéliens, ils ont fait leur lutte décoloniale. C'était une lutte indépendantiste et décoloniale. Vous savez que c'est comme ça qu'officiellement on appelle ça la lutte d'indépendance israélienne. Et le problème, c'est que cette expression est reprise par tous les régimes pourris impérialistes dans le monde. On vous parle de la lutte d'indépendance israélienne. C'est-à-dire que quand les Israéliens virent les Palestiniens, c'est considéré comme étant la lutte d'indépendance. Oui, parce qu'ils se sont opposés aux Anglais pendant 4 petites années, entre 1944, on va dire, et 1948, quand les Anglais déménagent de Palestine, pendant 4 ans. Mais c'était vraiment, franchement, c'était soft. C'était une guerre de très basse intensité, mais bien sûr. Mais comme les Israéliens ont absolument besoin de se valoriser aussi dans leur récit national, on va dire on a combattu les Anglais, c'est une lutte héroïque et tout. Ah bon, il y a eu combien de morts? Il y a eu 15 morts quand même, hein. Bon, non mais je plaisante, mais en gros c'était vraiment très peu. Ouais. Alors ces deux États, de toute façon, ne sont plus possibles. Puisque Israël a tout fait. Excuse-moi, mais ça voudrait dire aussi que les États-Unis, c'était aussi une guerre d'indépendance alors. Mais bien sûr, c'est comme ça que c'est appelé aussi d'ailleurs. On peut faire le parallèle. On s'en fout des Indiens qui ont été exterminés, des natifs américains. Pareil par les Palestiniens. C'était une lutte d'indépendance. Mais non seulement c'est une lutte d'indépendance, mais elle est commémorée dans le monde entier et tout le monde félicite les États-Unis sans aucun problème. Alors c'est intéressant de prendre ce que tu dis. Il faudrait aussi qu'on ait le temps de faire ça un jour, mais un jour on prendra ces 3 pays, États-Unis, Afrique du Sud et Israël,
parce que c'est vraiment extrêmement proche. Et Dans ces Australie 3 pays, alors Australie aussi, tu as tout à fait raison, Australie aussi. Dans ces 4 pays, Australie, Nouvelle-Zélande, dans ces 4 pays, d'abord étaient peuplés, hein, ce n'étaient pas des déserts, quand bien même ça aurait été des déserts, hein, c'est jamais, il n'y a aucune terre vraiment désertique sur Terre, enfin, il y a très peu. Mais ces 4 pays étaient absolument peuplés, bien évidemment. On considérait que c'était des déserts pour 3 d'entre eux, Australie, États-Unis, comme en Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, et Palestine par la suite, parce qu'ils n'étaient pas peuplés d'occidentaux. Dès l'instant où une terre n'est pas peuplée d'occidentaux, on considère qu'elle est vacante. C'est ça la règle. avec leur code à eux. Avec, voilà. Et pareil pour l'occupation de la terre. Dès l'instant où une terre n'est pas cultivée de la même façon qu'en Europe, et là je fais référence à des situations d'éleveurs, hein, on a des situations d'éleveurs, de semi-nomadisme, etc., etc. En tout cas, quand la terre n'est pas mise en valeur, hein, d'une façon occidentale, on considère que cette terre est vacante, cette terre est libre. Hein, c'est-à-dire que on a beau leur expliquer que non, c'est des modes d'occupation de la terre qui sont particuliers, il y a de l'élevage extensif, il y a tout ça. Non, on considère que la terre est vacante. Et c'est ce qui va se passer avec les Indiens, hein, avec les Australiens, enfin les vrais Australiens, les aborigènes, c'est ce qui va se passer aussi avec les populations noires d'Afrique du Sud, et bien sûr en Palestine. Alors, ça c'est intéressant. L'autre chose intéressante, c'est que les groupes humains qui vont coloniser, les groupes humains occidentaux qui vont coloniser, sont tous des groupes humains qui ont été persécutés. D'accord. Bien sûr. Ce sont les pèlerins du Mayflower aux États-Unis. Il y a les Irlandais. Alors oui, mais même avant, ceux qui vont commencer, tu as raison, ensuite il y aura les Irlandais, mais par définition, toutes les terres ont été colonisées par des... Attendez, comment vous pouvez attendre mon pied? Il n'y a pas mon micro vers le pied. Comment vous pouvez attendre mon pied? C'est pas moi, hein, c'est peut-être Youssef qui fait du bruit avec le truc. Ouais. Oh, bah oui, c'est vrai. Donc du coup, il faut savoir que tous ces groupes... tous ces groupes humains étaient des persécutés. Donc c'est intéressant de voir que le colonialisme se fait avec des persécutés. C'est-à-dire que ce qui se passe en Palestine n'est pas unique. Le groupe humain qui va coloniser les États-Unis, hein, eh bien, étaient des gens qui étaient persécutés aux raisons de leur religion, les puritains, ce qu'on appelle les puritains, hein, et qui décident de partir aux États-Unis pour vivre vraiment leur religion, etc., etc., etc. Ceux qu'on avait appelés les Afrikaners en Afrique du Sud. Hein. Les deux bourgs là, les deux beurs, je sais pas, il n'y a pas ça. Les bourgs, oui, les bourgs, ceux qu'on appellera aussi les bourgs pour la suite. Il y aura une guerre entre les bourgs et l'armée britannique. En tout cas, ce sont des protestants hollandais. Il y a beaucoup de Français parmi eux d'ailleurs qui eux-mêmes fuyaient les persécutions anti-protestantes de France et qui étaient d'abord allés se réfugier en Hollande et qui ensuite, voilà. En tout cas, c'était des persécutés. Pareil pour les blancs australiens, les détenus, les néo-zélandais, c'était des détenus, beaucoup de bagnards, etc., etc. Donc c'était des gens qui étaient en marge, qu'on rejetait. Et ce qui est intéressant, c'est en ce qui concerne États-Unis, plus précisément États-Unis, comment Israël et comment Afrique du Sud, c'est que les trois sont convaincus. Il y a un narratif religieux, et les trois sont convaincus qu'en fait ils ne font qu'appliquer des recommandations de Dieu. Ces trois groupes qui vont coloniser États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Sud et Israël, les trois sont des persécutés, et les trois ont un discours religieux. Hein, nous ne faisons que revenir, où c'est une terre qui nous a été donnée par Dieu, etc., etc., etc. Même si les sionistes, les premiers sionistes, sont des laïcs, très laïques, mais n'empêche qu'ils ont repris à leur compte le narratif religieux des Hébreux. C'était utile pour eux de l'utiliser. Oui, bien sûr, bien évidemment. Hein, pour eux, les Hébreux, ils n'ont pas du tout en tête qu'en fait, les vrais Hébreux, ce sont les Palestiniens. Bien évidemment. Les vrais descendants des Hébreux, ce sont les Palestiniens, bien évidemment, qui sont restés tout le temps sur place. Alors, oui, alors moi, je fais une différence entre les puritains et les Quakers. Hein, mais bon, d'ailleurs, les Quakers actuellement, il faut le savoir, sont très pro-palestiniens. Mais les Quakers, c'est pas ceux qui étaient anti-esclavage? Non, oui, voilà. Oui, bien sûr. Alors que les puritains vont avoir un rôle terrible dans l'extermination des Indiens. Ouais. Les puritains, ce qui arrive, c'est les Quakers ensuite, c'est après. Mais les puritains, vous connaissez l'histoire. Hein, lorsque les puritains arrivent aux États-Unis, on l'avait pas dit ça, cette histoire. Les puritains sont convaincus que les Indiens, c'est la 12e tribu hébreu.
D'accord. Et donc ils sont convaincus, c'est la façon dont ils ont compris les choses. Merci LGO. Et alors donc du coup ils vont parler aux Indiens avec les langues de l'Antiquité. Donc en hébreu évidemment, mais ensuite en acadien, en araméen, dans toutes les langues, ils connaissaient les langues de l'Antiquité, etc. Et les Indiens comprennent toujours pas, évidemment. Hein. Les Indiens comprennent pas l'hébreu, comprennent pas l'acadien, l'araméen, le syriaque et autres. Alors il faut absolument... les gens ont horreur du vide, hein, il leur faut une explication. Hein. Et alors donc on va retourner les choses, on va dire en fait ces Indiens, ce n'est pas la 12e tribu, celle de Dan, celle dont on a perdu la trace, on aurait perdu la trace de la 12e tribu, hein, 12e tribu hébreu. En fait c'est le contraire. Ce sont des démons qui en fait ont exterminé la tribu de Dan. Ah d'accord. Donc il est licite de les exterminer. Et c'est comme ça qu'on va justifier l'extermination des Indiens. Que ces puritains, bon, c'est absolument incroyable. Hein, et le socle ultra religieux des États-Unis est là. Il faut quand même le savoir. Hein, ils s'en sont jamais départis. Voilà. Donc voilà ce que je veux vous dire, c'est qu'il est intéressant de noter que ces trois colonialismes l'ont été par des groupes humains persécutés. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'exceptionnalisme israélien de ce point de vue. Et c'est pas parce que c'est un groupe humain persécuté que cela lui donne le droit de devenir persécuteur. Ouais, bien sûr. Les Quakers, moi je sais de ce que je connais des Quakers, je sais juste qu'ils ont été assez actifs dans les trucs anti-esclavage. Oui, c'est un courant du protestantisme, enfin vaguement du protestantisme, hein. Voilà. Mais qui effectivement n'a pas du tout eu la même attitude que d'autres groupes. Hein. Et moi je me souviens de Quakers qui revenaient de Palestine, de filles qui étaient des Quakers, donc états-uniennes. C'était en 2003, en 83, pardon. C'était en 1983. Et elles avaient fait une émission avec nous dans notre radio pirate à l'époque de Barbès, à Radio Mouvance. Et je me rappelle très bien parce qu'elles étaient terrifiées par ce qu'elles avaient vu en Palestine. Elles étaient allées comme humanitaires. Il y avait déjà des humanitaires. Hein, et elles ne tarissaient pas de colère par rapport à ce qu'elles avaient vu là-bas, ce qui était infligé aux Palestiniens par les Israéliens. Je me rappelle, mais il y en avait même une qui n'arrivait pas à dire palestinien, parce qu'elle parlait quand même français, mais elle n'arrêtait pas de dire palestinicien, les palestiniens, donc c'était touchant, tu vois. Et voilà, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, hein, mais voilà pour vous dire, c'était des Quakers. Et comme d'hab, on commence par exterminer, puis il y a bien quelqu'un qui trouvera une justification après pour valider que ça continue. L'histoire de l'histoire, il faut une justification pour assurer une domination. Alors, les deux États, donc c'est devenu impossible maintenant. Oui, on revient aux deux États, j'avais oublié. Ouais. Parce que pourquoi ? Parce qu'Israël a tout fait pour complètement émietter le territoire. Une autre occasion, on montrera les cartes, hein, parce que les cartes, c'est toujours très très parlant. Elles sont connues, vous allez sur Internet, il y en a plein. Et j'aime bien, c'est quand ils font un peu le parallèle, et ça peut parler aux Blancs, quand ils font le parallèle, si on faisait ça en France, ou si on faisait ça aux États-Unis, bien sûr. Ça donnerait et tout. Bien sûr. Israël a créé des Bantoustans, ce qu'on appelle des Bantoustans, c'était le nom de mini-États que l'Afrique du Sud avait créé pour émietter les populations noires. Donc il y avait des sortes de Bantoustans avec ce qu'on appelle les townships, c'est-à-dire des lieux où les Noirs devaient absolument habiter en Afrique du Sud. Il leur fallait un pass pour sortir. Je vous signale que c'est exactement la même chose en Palestine. C'est que les Palestiniens ne peuvent pas habiter où ils veulent, y compris les Palestiniens citoyens d'Israël, ce que les gens ne savent pas. Hein, ce sera intéressant un jour de s'intéresser réellement d'ailleurs à la vie vraiment des Palestiniens dans ce qu'on appelle la Palestine de 48, Israël. Et c'est absolument incroyable. Vous savez que vous avez des zones de peuplement où les Palestiniens, ceux que les Israéliens appellent les Arabes israéliens, ne peuvent pas aller habiter. Hein. Et il y a certaines professions aussi qui ne peuvent pas comment avoir aussi. Jugées trop sensibles, trop proches de secrets militaires, etc. Hein, notamment. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que les Palestiniens, même les papiers d'identité délivrés par l'autorité palestinienne, sont supervisés par Israël. Totalement. D'ailleurs, la monnaie qui est utilisée, c'est le shekel, hein, dans les territoires occupés. D'accord ? Et y compris à Gaza. Hein ? Faut bien avoir ça en tête. Ils n'ont pas de monnaie, ils n'ont pas de... Voilà. Et même pour sortir de Gaza ou pour rentrer à Gaza, il faut le tampon de l'armée israélienne. Donc, Israël a tout fait pour complètement émietter les Palestiniens, créer des sortes de Bantoustans. On appelle ça un archipel. C'est une forme d'archipel quand on voit la carte, hein, avec des îlots comme ça. Et entre ces îlots, on a des colonies, les colonies israéliennes. Hein, on a 500 000 colons quand même en Cisjordanie, c'est énorme. 500 000, totalement illégaux. D'accord ? En Cisjordanie et aussi à Jérusalem.
Et je rappelle que c'est un quartier de colonisation et qui a été touché, par l'attentat l'autre jour de vendredi. Hein, c'est un quartier de colonisation, on l'a dit. Hein, voilà. Ça n'est pas le droit international ne reconnaît pas ça comme faisant partie d'Israël. Ce qui fait que quand Macron parle d'attentat terroriste, en disant cela, eh bien, il justifie l'annexion de Jérusalem. Parce qu'on ne peut parler d'attentat terroriste que s'il s'agit d'Israël reconnu par l'ONU, etc. Or, l'ONU ne reconnaît pas Jérusalem-Est comme faisant partie d'Israël. Ça a été annexé par Israël, mais l'ONU ne reconnaît pas Jérusalem-Est. Ce qui fait que les Palestiniens, au regard du droit international, je dis bien au regard du droit international, ont toute légitimité pour s'opposer à tous les colons, y compris par les armes, hein, dans une partie qui n'est pas reconnue comme faisant partie de l'État d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle le communiqué de l'ONU, vous n'avez qu'à voir, ne correspond pas au communiqué vraiment de Macron. Et même le communiqué du Quai d'Orsay, parce qu'ils savent très bien cela au Quai d'Orsay et à l'ONU, qu'on ne peut pas appliquer la définition de terroriste pour un acte de violence qui est commis dans un territoire occupé et reconnu comme tel. Voilà, alors ça c'est intéressant. Macron, lui, il a déjà décidé que Jérusalem faisait partie d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il reçoit Netanyahou demain. Ah, c'est demain qu'il le reçoit ? Il le reçoit demain. Hein, donc il va recevoir le boucher Netanyahou demain, M. Macron, sans aucun problème. Il n'a eu aucune compassion pour les Palestiniens massacrés à Jénine. Quand même 10 morts, il y en a un 11e qui vient de mourir malheureusement de ses blessures, 14 blessés très graves. D'accord, M. Macron n'a absolument aucune espèce de compassion pour eux. Par contre, il a beaucoup de compassion. Alors, c'est bien d'avoir de la compassion, encore une fois, pour les gens quels qu'ils soient, hein, mais par contre, il a beaucoup de compassion pour les habitants du quartier de colonisation, Neve Yaakov, qui a été ciblé par ce jeune Palestinien. Je tiens à rappeler que ce jeune Palestinien... Attends, oui. Je pense qu'il n'est pas du tout au courant de... Parce que là, sa solution me semble complètement folle, quoi. C'est un peu utopiste, mais qu'est-ce qui empêche les Palestiniens de ne pas reconnaître ces colonies, de demander de prendre de l'impôt sur ces colons? Mais je crois que tu n'es pas conscient de la situation en Palestine. C'est encore du Jean du Jardin, ça. Non, mais il est gentil. Non, mais il est vraiment gentil. Ah, pardon, excuse-moi. Je pense qu'il est vraiment... Il ne connaît pas la situation du tout. Les Palestiniens n'ont aucun pouvoir de dire, bon, bah, d'accord, on va prendre des impôts sur vous. Ils sont massacrés s'ils font ça. Voilà, les Palestiniens, il faut comprendre... c'est pour ça que c'est important de voir des images, on remontrera des images. C'est un pays sous occupation, sous la botte des soldats et des colons. Tout colon est armé, peut faire feu immédiatement, sans sommation, sur tout Palestinien. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes en France, d'accord, et vous avez une armée étrangère et des colons, hein, là, et qui peuvent faire feu sur vous pour n'importe quelle raison. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite, il ne passera pas en procès ou à peine, d'accord ? Ouais. Et voilà, donc les Palestiniens ne peuvent rien faire. L'autorité palestinienne, les fonds dont elle dispose proviennent de l'Europe, mais ces fonds passent par Israël. Et c'est Israël qui ensuite donne à l'autorité palestinienne l'argent. Et donc c'est au compte-gouttes, vous l'avez compris. Hein, ça veut dire que les Palestiniens ne dominent ne sont souverains ni en ce qui concerne leur monnaie, ni en ce qui concerne les fonds qu'ils reçoivent. Ils n'ont rien, quoi. Bien sûr. Et ils ont juste le droit de coopérer avec la police israélienne pour empêcher qu'il y ait des attentats contre les colons et contre l'armée israélienne. Et c'est ce qu'on appelle la coopération sécuritaire. C'est la seule chose. Et donc, en fait, il dit qu'il ne comprend pas la solution à deux États, mais en fait, ce qu'on explique, c'est que la Palestine a tellement été décortiquée, tellement été détruite, tellement été la population tellement oppressée que parler de deux États, ça n'a plus de sens actuellement. Alors, ça n'a plus de sens parce qu'Israël a tout fait pour occuper tous les territoires. Cet État putatif palestinien... En gros, c'est un territoire sous occupation israélienne, grosso modo. C'est une vaste prison. Ouais. La Palestine est une vaste prison. Et on vous dit, ah oui, allez faire votre État là-dedans. Ce serait un État qui n'aurait aucun accès à la mer. Et pourtant qui est à la mer. Bien sûr. Imaginons qu'il y a un État en Cisjordanie qui serait complètement émietté, où on a imaginé qu'il y aurait des tunnels, des ponts, pour relier les différentes parties de la Palestine. Ah. Il faut savoir qu'en Cisjordanie, vous avez des routes qui sont exclusivement pour les colons. Exclusivement. Où les Palestiniens n'ont pas le droit de rouler. Il faut bien avoir ça en tête. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est ça. Alors, en fait, c'est, dans les faits, inscrire l'apartheid dans la géographie. Ouais. Ce serait absolument hallucinant. Donc, Israël a tout fait, non seulement pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien, mais en plus, cet État palestinien serait complètement dominé par Israël, évidemment, hein, qui contrôlerait absolument toutes les entrées et toutes les sorties, toujours. Ça ne changerait rien. Puisqu'Israël occupe aussi la vallée du Jourdain. Cet État n'aurait même aucun contact avec la Jordanie, puisque toute la bande frontalière qui jouxte la Jordanie,
entre la Cisjordanie et la Jordanie, ce qu'on appelle la vallée du Jourdain, est occupée également, et Israël, même dans le meilleur des cas, il n'est pas question que ce soit rendu. Ouais. Donc ce serait un État palestinien qui ne serait pas du tout viable. Ouais, ça serait... Autre chose, Israël s'oppose absolument au retour des réfugiés, y compris dans cet État palestinien, même s'il se créait, même dans cet État palestinien, Madame Adler, rassurez-vous, hein, donc comment les réfugiés palestiniens n'auraient pas le droit de rentrer, y compris dans cet État palestinien. Mais c'est important de dire ça parce que en fait c'est souvent l'esquive qu'ont notamment les sionistes de gauche, c'est dire ah non mais moi je suis pour 2 États. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut rien. Ça ne Déjà veut parce rien que dire. tu sais que ça va pas se réaliser sûr. tellement. Oui non Bien mais sûr. moi je suis pour la paix dans le monde. Hein, Bien sûr. Et veut dire même si ça se réalisait c'est catastrophique en fait, c'est pas une solution. Bien sûr. La seule, quand il y a eu les accords d'Oslo, certains y ont cru. Certains y ont cru. Mais il faut savoir que depuis les accords d'Oslo, Israël s'est empressé de tout faire pour qu'il n'y ait plus de retour possible en arrière. Et depuis les accords d'Oslo, vous avez à peu près 100 000 colons de plus. 100 000 colons de plus, c'est pas rien. 150 000, quelque chose comme ça, depuis les accords d'Oslo. Et puis ça va en s'accélérant. C'est-à-dire qu'on a tout fait maintenant pour qu'il n'y ait plus d'État palestinien possible, mais qu'on puisse continuer à dire mais il faut une solution à 2 États, mais il faut une solution à 2 États. Et je suis d'accord avec voilà, c'est ce qu'on appelle des négociations sans fin. Son État à côté. Voilà. Voilà. Et voilà pourquoi on en parle toujours, parce que c'est la solution pratique pour les sionistes sûr. de se donner une apparence de dialogue et de... Alors, qui demande la solution à 2 États, Mahmoud Abbas continue à le dire parce que c'est pour justifier son existence. Justifier son existence, mais il n'a plus aucune, faut dire la vérité, il n'a plus aucune... mais tu sais, j'ai demandé en fait parce qu'il me représentativité. Oui. J'ai vu Émile Ackerman qui disait que le problème quand on parle d'Israël, c'est que c'est des débats manichéens et tout, et c'est en grande partie dû au mouvement pro-palestinien qui sont gangrénés par l'antisémitisme. C'est ça. En gros, il y a que genre. Le fait qu'il n'y ait pas de discours possible, mais que ce soit manichéen, déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, il y a un oppresseur, il y a un oppressé. Donc si tu veux, c'est manichéen, mais voilà quoi. Non, mais c'est comme si on disait manichéen, comme par rapport aux nazis. C'est manichéen, finalement. Vous pouvez s'entendre parfaitement, Pétain s'entendait bien avec les nazis, donc pourquoi pas vous? Et donc, j'ai demandé aux gens, mais alors, d'accord, ok, vous êtes. C'est parce qu'ils se prétendent toujours dire ah, je suis quand même inquiet du sort de la Palestine. Alors, dites-nous. Quelle organisation il faut soutenir, par exemple? C'est ça. Voilà. Quelle organisation faudrait soutenir selon vous? Et je ne cherchais même pas à les contredire. Je veux juste qu'ils me disent. Voilà. Quelle association a, grâce à leurs yeux, je veux dire, qu'est-ce qui est bon selon vous? Alors, tu as tout à fait raison. Une des autres tactiques, alors la première tactique, c'est celle que tu as dit, c'est de dire mais je suis pour 2 États palestiniens, je suis pour 2 États, je suis aussi pour voilà, c'est style Ilana Weizmann, c'est ce qu'elle dit. Je suis pour l'autodétermination palestinienne, c'est très gentil ça. Allez, moi je suis pour l'autodétermination des Français en France. Hein. Vous savez, pas de problème, les Français, non, ils ont le droit de vivre aussi en France. Non, on va leur laisser un petit coin du côté de l'île là-bas, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je suis pour 2 États parce qu'il y aura un État français du côté de l'île là-bas, un petit peu une enclave. Bon, il faut être un peu sérieux. Et la deuxième tactique, ça consiste à dire oui, mais le problème, c'est que, c'est la phrase de Netanyahou, il n'y a pas de partenaire pour la paix. On a compris. Il n'y a pas de partenaire. Vous voyez, moi, j'ai rien contre, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune organisation palestinienne qui soit vraiment ouverte à la paix. Alors, il faut juste attendre qu'il y en ait une un jour. Ouais. Et qui décide si une organisation palestinienne est apte ou non à faire la paix? C'est Israël et les gauchistes sionistes. Hein, je ne dis pas que tous les gauchistes sont sionistes, mais les gauchistes qui en même temps sont sionistes. Voilà. Donc en fait, c'est une esbrouffe monumentale. Le problème est là, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Palestiniens sont un peuple les Palestiniens, c'est un peuple colonisé. Le droit international confère aux peuples colonisés le droit à l'autodétermination. Ils sont colonisés depuis 1948. Israël est une colonie. A toujours été une colonie, demeure une colonie, restera toujours une colonie, et que la seule solution, c'est celle que préconisent un certain nombre de personnes, c'est un État pour tous. Un État pour tous, indépendamment de l'origine, l'État unique. L'État pour tous, c'est le titre d'un bouquin à la Fabrique, écrit par Hazan, entre autres, hein, et Eyal Sivan, et donc du coup que je vous recommande, l'État pour tous. Et voilà. Je vais mettre en image les livres dont on parle. Là, j'ai mis, il y a quelqu'un qui avait redemandé sur la théologie de la libération. Excellent livre. Alors, excellent livre, effectivement, écrit entre autres par notre ami Dopouillard, qui d'ailleurs était en Palestine avec nous lors des missions civiles, en 2000. C'est là que je l'ai connu.
Je vais vous mettre les livres parce qu'il y avait aussi celui que j'avais plus parlé de Gada. Je sais pas comment, je pense que c'est Khada ou je sais pas quoi, Karmi. Donc je vais vous le mettre. Donc Ouais. là, c'est. Alors le titre, c'est précisément Un État commun de Hazan. Et il y a le film de Eyal Sivan. Eyal Sivan qui a aussi écrit un livre sur le boycott culturel ou un truc comme Oui, ça. qui fait partie de BDS, qui soutient BDS. Voilà. Et il y a le Sivan qui est israélien de naissance, mais qui a décidé de quitter Israël depuis très très longtemps et qui lutte aux côtés des Palestiniens. Il est aussi professeur enfin professeur, il donne des cours de cinéma parce que c'est un excellent, je dis bien, c'est un excellent documentariste, Eyal Sivan. Ouais. Vraiment fabuleux et je vous conseille vraiment de voir ses films. Alors, parmi les films d'Eyal Sivan, il y a Route 181 qui est extraordinaire, c'est un documentaire qui vous permet de voir la réalité israélienne de plus près. Route 181, c'était la route qui longeait, ce qu'on appelle les territoires occupés aujourd'hui, qui était un film remarquable, Route 181. Et puis d'autres films, il a fait aussi La mécanique de l'orange, sur les orangers de Jaffa, à l'époque où la Palestine était libre. Formidable. Il a fait aussi avec Ronnie Broman un film qui s'appelle le spécialiste ou professionnel. C'est consacré au procès Eichmann. D'accord. Et c'est très très intéressant. Hein, c'est consacré au procès Eichmann. C'est le professionnel, quelque chose comme ça va me revenir, excusez-moi. Quoi d'autre encore? Ah oui, de Suleiman, intervention divine, que j'aime beaucoup aussi. Que j'aime beaucoup. Alors c'est quoi le truc avec la demande de reconnaître le droit à Israël d'exister? Il demande quoi? Une république laïque? Qui demande une république laïque? Je comprends pas. Ouais, j'ai pas compris la question. Mais avec la physionomie. Mais souvent, tu as des gens qui vont, oui, pour beaucoup de pro-palestiniens, la solution, ce serait la reconnaissance d'un État avec l'égalité des droits, l'égalité de. C'est ça, le droit au retour et l'égalité des droits. Voilà, quoi. absolument, c'est la charte. Comment c'est la Qui serait normalement. Mais je veux dire, attendez, les gens. Dites-vous que ce qui est la demande principale, c'est un État, égalité des droits, droit au retour. Mais oui, mais c'est extraordinaire. C'est pas aussi simple. Je veux dire, oui. C'est manichéen quand même. Hein. Bah, bien sûr. C'est un petit peu manichéen, Youssef. Oui, c'est manichéen. Ouais, c'est de demander la liberté, c'est quand même manichéen. Non, pourquoi allez, super. Mais moi, je propose à Madame Adler et puis à cette dame dont tu parles de vivre simplement une journée dans la vie d'un Palestinien. Hein. Une journée simplement. Peut-être qu'elles vont comprendre davantage. Ouais. Vous devenez fou. Je crois que les Palestiniens, c'est un peuple qui a surtout une chose, c'est le soumoud, c'est la résistance intérieure. Et ça, c'est pour résister à ce qu'ils subissent, je vous le dis franchement, hein, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Je mets au défi quiconque de vivre la vie d'un Palestinien pendant une journée et de rester comme ils le sont zen, enfin entre guillemets zen. En tout cas, voilà. C'est énorme. C'est vraiment, je vous le dis, c'est absolument énorme. C'est à chaque instant. À chaque instant de la vie, votre vie est complètement pourrie. Ouais. Vous ne pouvez pas faire de projet. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez, si vous habitez à Jérusalem, vous ne pouvez même pas construire une maison. Parce que vous savez que la Cisjordanie est divisée en plus en 3 zones. Et que deux des 3 zones sont en réalité contrôlées complètement par Israël. Hein, donc on a les zones A, B et C, mais en vérité la zone A c'est Israël, la zone C c'est l'autorité palestinienne et la zone B c'est soi-disant c'est mixte. Mais en fait c'est faux, Israël contrôle complètement la zone A et la zone B et fait des incursions régulières de la zone C. Donc on le voit tous les jours pour attaquer à Jénine, pour attaquer partout, etc. Donc voilà. La vie des Palestiniens est absolument impossible. Et celui qui aujourd'hui s'en prend aux Palestiniens, eh bien, c'est un monstre pour moi. C'est vraiment un monstre. Oui, c'est le soumoud. On aurait dû le faire plutôt de mettre. Le soumoud, c'est ça. Le soumoud, c'est l'esprit de résistance. C'est l'esprit de résistance, c'est la grande résistance. Parce que je dis, il faut vraiment une résistance morale énorme pour pas péter un câble à chaque instant. Voilà. Ça me fait penser, on aurait dû faire plutôt là, de mettre des livres comme ça en images et tout. Ah oui, c'est vrai. Mais ce que tu dis, c'est derrière les fronts du docteur Samar Jab, qui est psychologue, psychiatre et tout, et qui montre en fait quotidiennement ce que ça fait mentalement, psychologiquement, de vivre sous un régime d'apartheid, tous les checkpoints, tous les contrôles, toute l'humiliation et tout. Allez lire le livre. Et d'ailleurs, je fais une petite pub pour ce qu'on ne le fait pas souvent, mais pour aussi la maison d'édition Premier Matin de Novembre, où il y a plein de bons livres. C'est une petite maison d'édition. D'ailleurs, il y a Jean-Marc Rouillant qui travaille un petit peu là-bas. Enfin, je ne sais pas s'il est payé, mais il s'occupe d'une collection. Tout à fait. Et il publie des auteurs révolutionnaires et tout. Donc, allez découvrir.
Et voilà. On avait fait une interview avec elle. Oui, voilà, c'est ça. Oui, avec Samer Jebel. Ouais. Oui, non, et d'ailleurs, elle est fanonienne parce qu'en fait, elle reprend des choses que Fanon avait mis en évidence dans l'Algérie coloniale sur la psychiatrisation, enfin, des indigènes et autres, et sur le fait que l'occupation, c'est aussi une souffrance mentale qui est énorme. Bah, oui. C'est pas uniquement des morts, c'est une souffrance mentale qui est énorme, énorme, énorme. Voilà. Alors, autre chose encore, oui, le Soumoud, il y a une pléthore de livres qui ont été écrits là-dessus, mais c'est ça. Il reste une vingtaine de minutes. Ouais. Il y a Police qui est arrivé. Tu dois pas aller bientôt. T'es pas invité à un événement avec Police? Il n'y a pas une. Police. Il y a une. Je sais pas son vrai. On va pas dire son vrai nom, mais il me semble qu'elle t'avait contacté. T'es pas invité quelque part? Si, tout à fait. Elle, la Police de la Ah, bah pensée. enchanté alors. Et c'est quand? C'est à la fin du mois, c'est le 25. Et c'est où? Dans le Limousin. Tu vas aller dans le Limousin et tout? Ouais. Tu vas aller c'est la campagne, le C'est Limousin, Tulle. le 25 février. C'est Tulle. Si, je dois l'appeler C'est Tulle. d'ailleurs. Exactement, tu dois m'appeler. D'accord. Et tu C'est vas parler de quoi? Tulle, une des capitales de la résistance. Hein. Bon, on va voir ça justement, de quoi je vais Tu sais parler. pas encore. Ça va tourner autour de bien sûr, de nos problématiques, bien évidemment, avec Et grand ça sera- plaisir. Ça sera un grand plaisir pour moi. Le Limousin, que j'aime beaucoup, capitale de la résistance quand même. C'est un des hauts lieux de la résistance en France. Et Tulle, des persécutions nazies, justement, les pendaisons. La ville de François Hollande. Et la ville de François Hollande, les pendaisons de Tulle effectuées par les nazis à la fin de la guerre, c'est une région qui a payé un très lourd tribut à la libération du pays, le Limousin en général, hein, et qui est aussi un haut lieu de résistance avec Guingouin, qui était un fief communiste. Le Limousin a été longtemps un fief communiste, hein, faut le savoir. Voilà. Donc, et ça sera ouvert au public, je pense, non? J'imagine le 25 février. Bah oui, bien sûr, ce sera pas un séminaire. Hein. Ouais. D'accord, donc on vous tiendra. Ce sera pas un confessionnal, oui, tout à fait. Tu vas tout seul? Ouais. Tu sais qui y aura ou pas? Je ne sais pas. Alors, il y a un autre invité dont j'ai. Oui, bouffe et Plus le projection nom. de films. C'est ça, dont j'ai plus le nom. La Ouais. plupart des Européens sont aveuglés par l'opinion largement qu'Israël était un pays fragile et vulnérable. Peu nombreux sont ceux qui savent l'appui étendu et généreux qu'ils reçoivent, et que sans cet appui, l'expérience sioniste serait morte avant même d'avoir commencé. Mais aussi tout le récit de les Juifs entourés d'Arabes, en fait. Il y a tout ce truc-là. Alors, il y a. Parce que la défense d'Israël, c'est aussi un truc raciste, quoi. C'est vraiment l'idée. Bien Si on sûr. les laisse, les Bien Arabes sûr. vont les massacrer, quoi. Alors, il y avait une bonne image qui avait été. René Knekevich, pardon, excuse-moi. Ouais, je t'en prie. Notre invité. Ah oui, très bien. Il y avait une bonne image qui avait été donnée par notre ami Warshawski. Alors, Michel Warshawski, que je vous conseille vraiment, il a écrit pléthore de livres aussi, hein, Warshawski. Oui. Qui est aussi un grand animateur de BDS, qui vit en Israël, hein, lui, et qui est un anticolonialiste fameux, qui est formidable, qui est un ami personnel aussi. Je vais mettre sa photo, il est à la classe. Absolument, il a la classe. Voilà, c'est Michel Warshawski, qui est un anticolonialiste authentique, vraiment. Il écrit pas mal de bouquins et je vous conseille absolument ses livres. Et alors, lorsque nous avions fait, parce que c'est entre autres avec lui que nous avons monté les missions civiles. Lui, il était du côté israélien pour monter les missions civiles. C'est lui qui nous recevait avec des militants d'un groupe qu'il a formé qui s'appelle AIC, Alternative Information Center, qui est un groupe d'extrême gauche, mais formidable, israélien, à mon avis, c'est le seul que je considère, mais aussi avec d'autres petits groupes qui sont tout à fait ouverts aux Palestiniens et qui sont même assez courageux. Il y a un groupe qui s'appelle les rabbins contre la colonisation. Donc je me demande s'il n'y a pas quelqu'un de sa famille même qui est dans ce petit groupe. Les rabbins contre la colonisation, qui est un groupe aussi très 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 bien. Enfin bref. Et toujours est-il que... Donc c'est lui les gens, hein, je montre C'est lui, la photo. Michel Warshawski, ouais. Qui avait défendu Ouria d'ailleurs sur le... On ne Ouais, peut pas être ouais. israélien innocemment, et qui avait dit oui, et qu'il est israélien. Alors il est israélien. Il dit oui, j'ai ma part de responsabilité. Absolument, il le reconnaît tout à fait. C'est quelqu'un de très honnête. Moi, j'aime beaucoup Michel Warshawski, franchement, les amis. Et d'ailleurs, il est signataire de l'appel des indigènes de la République, en France en même temps. Oui. Et quand il vient à Paris, on tâche de le voir un petit peu de temps en temps. Hein. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'affection et qui est courageux, qui est très courageux, et qui, à chaque fois qu'il y a eu des opérations israéliennes à payer de sa personne, il a été emprisonné à plusieurs reprises. Sa femme également, sa compagne, Léa Tsemel, qui est une avocate
et dont l'essentiel des clients sont des Palestiniens, évidemment, et qui a toujours défendu les Palestiniens de façon magistrale. Un documentaire a été fait sur elle qui était passé sur Arte, je crois, sur Léa Tsemel. Bon, voilà. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque nous étions en Palestine, et d'ailleurs ça vous pourrez le voir dans le film que je vous ai conseillé tout à l'heure, en accès tout à fait libre, hein, sur Vimeo, qui s'appelle Voyage en Palestine. Vous allez nous voir tous là-bas lors des missions civiles. Vous verrez nos tronches. Et bien, Warshawski qui nous explique le plan de colonisation autour de Jérusalem. Hein. Et il a une image que lui-même prend chez un journaliste qui s'appelle Agazarian, je crois, hein, un journaliste local, un Palestinien. Et il dit, les Israéliens, et là on peut l'étendre à tout Israël, eh bien la parabole des Israéliens, c'est un parachutiste, d'accord, qui est largué au-dessus d'un pays, ouais, et qui atterrit. Donc il se remet sur ses pieds, il a son arme, et puis il dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces Arabes autour de moi? Non mais c'est vraiment cela. Qu'est-ce qu'ils font tous ces Arabes autour de moi? C'est-à-dire que ce qui est étrange, c'est pas qu'on prenne position d'un pays, c'est qu'il y a ces gens-là qui n'ont pas compris qu'ils devaient dégager. Ils n'ont pas compris, les Palestiniens, qu'ils doivent dégager. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Un peu comme les natifs américains, un peu comme les aborigènes. Exactement. Qu'est-ce qu'ils font tous ces Arabes autour de moi? Voilà, c'est exactement ça, Israël. Alors, voilà, soit effectivement, alors faut quand même savoir une chose, c'est que peut-être que les Palestiniens sont faibles actuellement. Peut-être qu'ils sont opprimés, qu'ils sont écrasés, avec cette fameuse parabole de cette botte qui écrase éternellement le visage dont on parlait l'autre jour, d'Orwell, hein, sur ce qu'est le fascisme. Mais dites-vous bien que les Palestiniens ne vont jamais cesser. Et qu'ils, par tous les moyens, je dis bien tous les moyens, vous ne pourrez pas les déraciner, les exterminer. Ouais. Voilà ce qu'on dit. Vous ne pourrez jamais. C'est ce que dit cette dame au tout début, c'est comme ça que nous avions commencé cette émission, cet extrait, d'accord ? Jamais nous n'abdiquerons. C'est ce qui fait que la lutte palestinienne est une lutte aussi pour la dignité. Parce que qu'est-ce que l'humanité si on accepte qu'un peuple soit écrasé comme cela? Et d'une certaine façon, les Palestiniens sont le porte-voix, ce peuple est le porte-voix de tous les peuples qui ont été exterminés et de tous les peuples qu'on veut exterminer, mais pas uniquement les peuples, les groupes humains. Les groupes humains et aussi les groupes humains des classes populaires, jusqu'ici, jusqu'en France, à qui on impose n'importe quoi, la loi du fric, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et c'est contre cette loi de la jungle, contre cette loi du plus fort, que s'opposent les Palestiniens. C'est pour ça que leur combat est aussi le nôtre. Leur combat est aussi le nôtre. Je voulais juste montrer cet extrait, je pense que les gens l'ont vu, mais on va le revoir. Alors attendez, je vais vous le montrer. Tac, tac, je gère un petit peu. Bon, c'est pas centré, c'est pas... Je vais faire... Oui, entre 47 et 49, la majorité des Palestiniens. Alors, il faut savoir que 500 villages ont été rasés à la surface du sol avec la création d'Israël. 500 villages, dont on a le nom de tous, ont été rasés à la surface du sol. Tous les habitants ont été donc expulsés. Et ceux qui ont réussi à s'accrocher dans quelques villages subissent une vie impossible, une vie épouvantable. Et puis aussi les Palestiniens des villes. Oui, il y a aussi une autre chose, et pour terminer là-dessus, qu'il est important de dire lorsque... on pourra revenir dessus une autre fois, mais lorsque l'on compare le processus de colonisation qui a eu lieu en Palestine, on assimile cela au progrès. Hein, et souvent, on dit finalement c'est le progrès, c'est comme ça, Israël c'est le progrès, c'est la modernité, et puis voilà. Ce qu'on oublie de dire, et ce n'est pas du tout pour amoindrir ce qui s'est passé pour les Indiens ou ailleurs, en Afrique du Sud ou en Australie, mais la particularité du cas palestinien, c'est que quand les sionistes arrivent en Palestine, non seulement la Palestine n'est pas un désert, mais c'est une ville, c'est une région qui est relativement bien peuplée, mais aussi où il y a des villes qui existent. Et je dis bien avant même l'arrivée des Anglais, il y a des villes qui existent, il y a des activités économiques qui existent très importantes, il y a des écoles, il y a des chemins de fer, je dis bien même sous l'Empire ottoman. Hein, des écoles, des chemins de fer, des gares, des clubs sportifs, et tout cela bien avant. Et donc, c'est quand même une particularité qui n'existait pas forcément dans les autres colonialismes, qui ne justifie pas du tout les autres colonialismes, mais en termes de classe sociale, eh bien, et si on veut être marxiste dans ce cas-là, lorsque les sionistes arrivent, on a même si la Palestine est une fraction de la Syrie, c'est la Syrie du Sud, on l'appelle la Syrie du Sud, eh bien, il y a une bourgeoisie en Palestine également, à l'époque.
il y a des classes populaires, il y a les paysans, il y a des féodaux, il y a aussi une bourgeoisie dans les villes. Et une bourgeoisie qui n'a rien à envier à d'autres bourgeoisies, il y a aucun... Et même peut-être, qui est même, je ne vais pas dire plus en avance, mais qui est relativement développée, parce que la Palestine était une région où il y avait énormément de flux humains, d'activités, voilà, il y a des gens d'un peu du monde entier qui se retrouvaient là, donc du coup il y a une effervescence, un dynamisme des villes palestiniennes sur la côte à ce moment-là qui est très important. Et donc au moment où la bourgeoisie palestinienne, comme toute bourgeoisie dans le monde, je ne vais pas dire que c'est bien, mais c'est un fait, s'apprête à prendre les rênes du pouvoir, vous voyez ce que je veux dire, et assumer les rênes de l'État, eh bien on a des colons qui arrivent qui disent poussez-vous, c'est nous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la particularité, c'est que c'était un moment où les Palestiniens s'apprêtaient à devenir, à appliquer leur souveraineté. Et ça, c'est quelque chose avec et les Palestiniens qui étaient dotés de tous les attributs des États de toute la région. C'est ça la particularité des Palestiniens. Hein. C'est que non seulement c'est pas une terre vide, mais c'était une des terres les moins vides de la région. Et qui s'apprêtait à assumer son rôle et de création d'un État. C'est ça qui est absolument terrible dans le cas palestinien. On regarde un petit extrait d'une vidéo et on va bientôt clôturer. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Oui, tous les noms ont été changés. Et d'ailleurs, même Ben Gurion, c'est pas son nom. Hein. Tous les sionistes ont changé leur nom. Ils avaient tous des noms d'Europe de l'Est. Faut le savoir, des noms slaves. Hein, Ben Gurion, c'est pas son nom. Tous ont changé leur nom. Faut le savoir. Hein. Alors. Tous ces premiers sionistes ont changé leur nom. The last colony of Africa, Western Sahara. Let us fight to free Western Sahara from oppression. In his honor, let us not forget the last colony of... Là, c'est des Marocains qui ont mis pour, je pense, pour critiquer le petit-fils de Mandela, non? Oui. Parce qu'il parle aussi du Sahara occidental. Voilà, on va mettre cet extrait. Ah putain, on arrive les gens, excusez-moi. Je vais changer le filtre. Ils sont sages, hein? Les gens? Ouais. C'est vrai, hein, ce sont de bons élèves, je trouve. J'aurais bien aimé avoir des élèves comme ça. Oh, c'est mignon. Oui. T'as pas ton micro. Oui, Il a dit qu'il aimerait bien avoir des élèves comme vous, hein. Ouais, je disais que j'aimerais bien avoir des élèves comme vous. Oui, il parlait du Sahara occidental. On ne va pas entamer un débat là-dessus actuellement. On parle de la Palestine. Hein. Bon, voilà. Mais ce que Wissem voulait passer, c'était... Gros débat, ça, mais grosse tension. C'était par rapport à la Palestine. Alors... Tac. Allez, c'est parti, mes kikis. Je mets le chat vers moi. Il y a trop de trucs. Et c'est parti. Excellencies, Amanda! Hein? Amanda! Mais je sais pas où il est. Your Excellencies, His Excellency the President of Algeria, His Excellency the Prime Minister, the government of Algeria, and the entire people of Algeria, we want to say to you, thank you for inviting us to what Madiba considered his second home. We are here today to witness in front of the entire leadership of the Africa Cup of Nations, as led by Patrice Motsepe, as well as with all the soccer-loving people of the world, to see and witness this land of revolutionaries that made Madiba a man that ensured that it stood side by side with all African nations who were in fight for liberation and ensured that it supported our struggles to witness. On va pas écouter tout le long, mais est-ce que ça peut te rappeler un peu une époque bénite, on va dire, où il y avait une solidarité ou pas du tout?
Parce que j'ai dit bénite. Ouais. J'ai dit bénite. Oui, mais c'est vrai qu'on dit de l'eau bénite, mais c'est vrai que on dit de l'eau bénite. T'as raison. Mais parce que je parle trop avec les enfants et avec les collégiens. Non, mais on dit de l'eau bénite, par contre. Ouais, mais c'est bénite, c'est que l'eau, je sais pas. Oui, mais on dit pas habituellement. Oui, t'as raison. Sinon, on dit l'époque bénie. Ouais. Ouais. Alors, donc, du coup, oui, on va pas entamer le débat là-dessus. Mais les Ceuta, c'est quoi? C'est les territoires espagnols? Oui. Ce sont des territoires marocains occupés par l'Espagne. Attends, officiellement, c'est l'Espagne. Officiellement. Oui. D'accord. Parce que moi, c'est un truc de ouf. J'ai découvert ça il y a 5-6 ans. Et j'aimais bien, en fait, il y a des trucs que j'aime bien, c'est parfois aller sur Google Maps et voir les frontières, parce qu'il y a des frontières étranges, il y a des trucs, il y a des séparations et tout. Et j'avais vu ça, il y a des territoires espagnols. Ah bah bien sûr, c'est des restes de colonisation, tout comme le Sahara occidental était colonisé par l'Espagne justement auparavant. Mais on va pas entamer là-dessus sur le Sahara, on pourra faire une émission là-dessus. Je pense qu'il est possible d'en parler de façon tout à fait dépassionnée, oui, absolument, parce que c'est une réalité. Hein. Mais bon, là, on en était au niveau de la Palestine, d'accord, et on disait que cette époque, c'était l'époque de l'ANC, de la lutte de l'ANC et de l'OLP ensemble, qui les deux luttaient évidemment contre les deux apartheids, l'apartheid d'Afrique du Sud. Et je rappelle que l'apartheid, c'est un mot afrikaner qui veut dire c'est pas comment. Ah, c'est afrikaner. Oui, c'est de l'afrikaner. Enfin, c'est du hollandais. Enfin, ça vient du hollandais. D'accord. Hein. Et à part, c'est l'expression être à part. Hein, c'est pour dire développement séparé. Développement séparé. Mais toujours est-il que donc cet apartheid. Et je dis une chose personnellement, c'est que la Palestine, c'est un apartheid, mais c'est aussi un colonialisme. C'est pas uniquement un apartheid. Parce que si on dit apartheid, ça voudrait dire qu'on reconnaît tout à fait la légitimité d'Israël. Hein. Simplement, tout ce qu'on reproche, c'est que les Palestiniens d'Israël, de ce qu'on appelle Israël, hein, ce que appellent les Arabes, n'aient pas tous les mêmes droits. Oui, c'est un fait. Mais s'il n'y avait que cela, c'est qu'il y a surtout les 8 millions de réfugiés qui ne peuvent pas rentrer. Hein, et puis ceux qui sont sur place, les autres qui sont colonisés. Donc il faut bien avoir ça en tête. On a 3 situations différentes, et même 4 situations différentes, hein, divisées pour régner. C'est comme ça que Israël, en émiettant complètement le peuple palestinien. Hein, voilà. Donc en tout cas, l'ANC et l'OLP ont toujours lutté ensemble. Il faut le savoir. Il y a un très fort mouvement de soutien à BDS en Afrique du Sud. Hein, très fort mouvement de soutien à BDS en Afrique du Sud. Et dans le cas de l'Union africaine, l'Afrique du Sud, avec l'Algérie aussi, c'est vrai, font tous leurs efforts pour empêcher Israël de rentrer comme observateur à l'Union africaine. Parce qu'Israël, actuellement... Ils veulent rentrer à l'Union africaine comme observateur. Mais... c'est le gouvernement marocain qui veut les aider à cela, justement. Mais en fait, et ça a été contrecarré. La dernière offensive a été contrecarrée. Il y a eu un vote, hein. Mais Israël veut absolument être dans l'Union africaine comme observateur. Mais l'Union africaine, pour être observateur, il faut être de l'Afrique ? Pas forcément. D'accord, pas forcément. Ça dépend. On peut permettre à d'autres États d'être observateurs. D'accord. Et Israël estime qu'il a le droit d'être observateur dans l'Union africaine. Mais ça, c'est quoi le rôle d'observateur ? C'est quoi ? On se doute bien qu'ensuite, une fois qu'on est observateur, on peut avoir... On a un pied dans la porte. Quoi. Bah oui, exactement. On a un pied dans la porte et on peut commencer à garantir ses intérêts et puis à influer et puis... Heureusement, ça a été contrecarré, entre autres, je le dis bien, par l'Afrique du Sud et l'Algérie, hein, qui ont réussi à empêcher. Mais voilà, Israël va revenir à l'assaut. C'est dingue ça. Et le gouvernement marocain aide Israël. Ça fait partie des accords conclus de ce qu'on appelle la déclaration commune entre le gouvernement marocain et puis de juillet 2020, c'est ça ? Ouais. Ou janvier plutôt 2020, en tout cas de 2020, voilà, qui avait été conclu entre le gouvernement marocain de l'époque. Hein, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que Israël essaye évidemment de s'étendre en Amérique du Sud aussi, pas uniquement en Afrique, mais également en Amérique du Sud. Mais là, on voit qu'il y a quand même de très bonnes positions qui sont prises par Lula. Oui, là, ils vivent un revers avec le retour un peu des gauches en Amérique du Sud et tout. Absolument. Ouais. Israël vit un certain nombre de revers, et ça c'est très très positif, avec le Chili, le nouveau président du Chili également, hein, et de Colombie aussi,
hein, et puis bien sûr de Lula au Brésil. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Eh bien, Je sais pas s'il y a une ou deux dernières questions, sinon on va une plutôt se tentative. pencher sur Bénit et Béni. Mais je dis ça parce que je suis au collège, les gens, et j'étudie des secpas et ils parlent par exemple, elle est très gentille. Pour dire gentil, une fille gentille, c'est très gentille. Ils font des liaisons comme ça et tout. Rien à voir pour une autre émission, mais vous parlerez de la décolonisation du Cachemire. Ouais, Les alors, gens, on connaît pas tout, hein. C'est en entre- Inde, ça, non? bah oui, oui, bien sûr, Ah. bien sûr. On en parlera avec le monteur. Entre le Pakistan et l'Inde. C'est bien trop sûr. mignon, gentille. Ouais, Et gentil, ouais, ouais. ils ont raison, ils sont inclusifs. Ouais, mais d'ailleurs, vous avez vu les gens comment ils sont. J'ai fait un tweet parce qu'il y a une petite, tu sais, j'interroge des petites et tout, on discute. Il y a une petite, elle dit, ouais, pourquoi il n'y a pas le halal à la cantine? Je suis sûr c'est à cause de Macron. Si c'était Mélenchon, il y aurait du halal et du porc. Et je lui fais, ah, c'est bien ça. Elle fait, bah oui, c'est bien, comme ça il y a du halal, il y a du porc, et on met de la nourriture pour les athées. Et donc c'est un truc mignon, tu vois, genre, et sur Twitter, non mais. Et c'est une gamine de 11 ans Ah ouais. qui fait une réflexion mignonne, genre ça Bien serait bien sûr. qu'il y en ait pour tout. Mais ils sont partis dans des trucs, genre c'est une débile, ça veut dire quoi nourriture pour athée, elle est déjà endoctrinée, bah bravo le projet. Je suis là en mode, mais elle a 11 ans en fait, calmez-vous, calmez-vous. En fait, et c'est ça, les gens, il faut voir comment les racistes, les visions qu'ils ont des enfants. C'est-à-dire qu'un petit enfant de 11 ans, blanc, bien propre sur lui, qui te dirait ah, ce serait bien que tout le monde puisse manger à la cantine et tout. Il dirait, ah, c'est trop mignon. Et là, une petite, parce qu'ils savent que je travaille à Aubervilliers et tout, c'est devenu c'est une malade, elle dit n'importe quoi, c'est la taquilla, c'est un projet, c'est endoctriné. C'est ouf, hein, la façon dont ils ne voient plus l'enfant dans l'enfant, quand c'est noir ou un arabe. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va idéologiser n'importe quelle parole. Dès l'instant où un musulman parle, Ouais. c'est forcément en référence avec un projet, avec un endoctrinement, c'est ça qui est terrible. Non, Ouais. mais en plus, ils m'ont dit, c'est la fête ah bah bravo, c'est la fête du vivre ensemble. Son propos, c'est le vivre ensemble. C'est genre que tout le monde est à manger, quoi. En plus, je pense qu'elle pensait, elle pensait le porc pour les chrétiens, le halal pour les musulmans et n'importe quoi pour les athées. Genre tout le Mais monde oui, mais bien sûr, était mais là en c'est- mode, mais non, mais vraiment, vous êtes malade, hein. Alors juste pour finir, euh, Ouais, d'où la question de Ouria sur les enfants des autres. Exactement. Allez lire le livre. ah ouais, ouais. J'ai hâte de découvrir la nourriture athée. Il pense que... Ah ouais, mais il y a des questions. Du GIA. Du GIA, vous voulez en Algérie à l'époque? Des athées, du pain sec et de l'eau. Ouais. Bon, alors juste pour dire que Salah Hamouri a été interdit de parole Ah oui. et que Darmanin a confirmé cela. C'est-à-dire qu'on a justifié le fait que Salah Hamouri, donc le franco-palestinien, l'avocat franco-palestinien qui a été expulsé de sa patrie, Jérusalem, Déporté. déporté. Je dis déporté parce qu'ils se sont Bah oui, offusqués sur le mot Offusqués, déporté. c'est Comme ça. s'il n'y avait que les juifs qui avaient été déportés dans Ouais, l'histoire ouais. de... non mais moi ce C'est que je, scandaleux. moi ce que, moi ce que leur je veux, scandale est c'est, bien scandaleux. sûr, ce que je veux, c'est que ces gens-là subissent simplement ce que subit Salah Hamouri. Alors Mm. plutôt que de parler comme ça, ces paroles, et surtout de prétendre parler au nom des déportés, des déportés de l'histoire, juifs, etc. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, qui est ignoble. Hein. C'est que des gens d'aujourd'hui, des sionistes d'aujourd'hui, eh bien, se servent du souvenir des déportés et des exterminés du nazisme. Ouais. Ça, c'est ignoble. Ouais. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'au paradis des victimes, tous se retrouvent, hein, que ce soit Ouais. les exterminés par Hitler, que ce soit les liquidés par les sionistes. Hein, voilà, je ne pense pas qu'il y a un apartheid au paradis si tant Ouais. est qu'on croit au paradis. Hein. Donc voilà. Et donc les gens qui leur ont fait cela, qui les ont exterminés, je veux dire, je trouve ça vraiment absolument incroyable qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui justifient l'oppression des Palestiniens. Hein, eh bien, comment, en se servant de la mémoire des exterminés. C'est comme si on les faisait parler, ces exterminés. Vous croyez vraiment que les gens déportés à Auschwitz auraient été d'accord avec ce que font les sionistes? Ouais. Mais pas du tout. Mais pas, d'ailleurs, il faut savoir, la grande majorité d'entre eux étaient des Polonais. Faut quand même savoir, c'est la plus grande partie. Et ces Polonais, beaucoup d'entre eux étaient liés au Bund, Mm. au parti Bund, qui était un parti antisioniste, un parti juif antisioniste. Ça me fait toujours penser à l'extrait, je pense que tous les indigènes, tous les arabes qui se sont politisés dans les années 2000-2010 à travers YouTube connaissent. Je sais pas si tu as vu l'extrait de Norman Finkelstein
avec les larmes de crocodile. Ah oui, Quand je il y a vois très bien. une personne qui vient, une juive qui vient pleurer devant Norman Finkelstein Ouais, parce qu'il défend la Palestine oui. et qu'elle dit vous vous rendez compte nos ancêtres et tout et qui lui dit mais je ne réponds plus à ces larmes de crocodile, si vous aviez vraiment un cœur vous pleureriez pour ce qui passe en Évidemment. Palestine. Évidemment. Voilà. Il n'y a pas d'apartheid dans les larmes, hein. Ah. Je veux dire, on a une compassion pour toutes les victimes. Voilà. Et donc, je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait cette sélection qui soit faite dans les victimes et que des gens puissent dire non, il y a des souffrances qui sont plus terribles que les autres. Ouais. Pour quelqu'un qui souffre, sa souffrance est la pire au monde, quel qu'il soit. Hein. On n'a pas envie de. Voilà. Et il n'y a pas de sélection. D'accord. Et je ne vois pas pourquoi on ferait de sélection dans les souffrances et dans la compassion. Voilà tout. Donc, en ce qui concerne les Palestiniens, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui pensent que les Palestiniens peuvent continuer à souffrir et ceux qui pensent que les Palestiniens doivent arrêter de souffrir. On fait partie de cette deuxième catégorie. Vidéo mythique, j'ai dû la voir 20 fois dans la vie. Ouais, mais moi aussi, elle était incroyable. C'est quand le sujet sur la décennie noire en Algérie? Je crois que tu n'aimais pas le terme décennie noire. Toi, tu disais Non. c'est quoi? Non, je disais la guerre civile ou la décennie de violence. On en discutera peut-être autour Oui, d'une bien vidéo. sûr. Ça permettra d'avoir un peu de la matière. Parce que c'est difficile d'en parler comme ça d'un coup, les gens. Oui, c'est ça, Avec une vidéo, on regardera ensemble une vidéo, il y aura les commentaires et tout. Ça permettra. Oui, Salamuri a parlé dans le média. Hein. Allez voir cela. C'est absolument ignoble ce qui lui est fait encore une fois. Mais en plus, à l'Assemblée, il y a un député de Renaissance qui a justifié ce qui arrive à Salah Hamouri en disant qu'il est lié à une organisation terroriste, le FPLP. C'est ce que je t'avais dit. Je reparlerai du FPLP. Non, mais et c'est parti des sionistes de gauche, ça. Bien sûr. Et Darmanin a justifié. C'est pour ça que je leur dis, mais en fait, quelle organisation a grâce à vous? Qui c'est qu'on doit soutenir en fait en Palestine? Bien sûr. Il y a quelqu'un qui m'a dit, des organisations autonomes et tout. Autonomes. Ils doivent être 3. Mais quelle organisation Bon, c'est bon, autonome? c'est la seule que vous pouvez soutenir. C'est ces Palestiniens-là, ça c'est les bons. Mais en plus, c'est un mensonge. Regardez bien. Actuellement, on a à la tête de l'autorité palestinienne quelqu'un qui s'appelle Mahmoud Abbas, qui représente le Fatah qui a reconnu Israël formellement avec les accords d'Oslo, justement. Hein. Je rappelle que le Fatah a reconnu Israël, mais Israël n'a pas reconnu l'État de Palestine. Ça, la nuance est intéressante. Et même, regardez ce que Israël fait avec le Fatah. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que maintenant que le Fatah n'est pas un partenaire pour la paix. Le Fatah ne tire pas, voilà, est totalement docile. Donc, on comprend pas. Et regardez ce qui est fait au Fatah, qui pourtant a joué le jeu depuis Mahmoud Abbas, etc. Il fait même la coopération sécuritaire. Et regardez ce qu'on lui inflige. On piétine complètement la souveraineté, etc. Alors, c'est quoi ce mensonge? Alors, ils ont trouvé le FPLP. On dira un mot sur le FPLP. Le FPLP, qui n'est pas du tout une organisation terroriste, hein, comme l'affirme. C'est une organisation marxiste-léniniste, d'accord. Et voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire une chose, c'est que c'est pas à l'Europe de définir qui est bien ou qui n'est pas bien. Oui, c'est mais au c'est ce peuple. qu'on n'arrête pas de dire. Hein, voilà. C'est au peuple même. Et puis voilà. Merci Daimon, mais on va bientôt quitter. On va bientôt quitter là. Et bah écoutez, voilà, je ne sais pas quand on va se retrouver. C'est-à-dire que j'ai toujours pas de PC pour faire des lives chez moi. Donc si on fait un live avec Samir, ça sera peut-être que du blabla. Il n'y aura pas de React et tout, on verra avec Samir comment on fait. Peut-être qu'on viendra là vendredi, on va voir. On va gérer. Sinon, il n'y aura pas de la perm la semaine prochaine. En fait, je ne sais pas, parce que moi, je ne serai pas là pendant une semaine. Donc, je ne sais pas si vous allez venir au studio et tout, c'est ouvert. Donc, peut-être, possiblement, les gens, il n'y aura pas de live avant une semaine, quoi, avant samedi prochain. Donc, on va voir comment on va faire. On vous tire au jus de toute manière. Il y a une vidéo qui va sortir sur YouTube bientôt sur la police et la justice. Qui va être montée dans la semaine, je pense qu'elle est terminée dans la semaine. Voilà, écoutez, on va... dans 2 semaines, ouais, dans 15 jours. Et ouais. on abordera donc la création du... T'as pas de micro. Et, oui, on se retrouvera dans 15 jours. Et si vous avez des suggestions de questions, n'hésitez pas à les formuler. Merci Loni, merci beaucoup. Voilà, et on parlera bien sûr de la création du pire, parce qu'on arrivera, là on a été disons un petit peu dans tout ce qui était Palestine. Ouais, là on a fait un truc au début des années 2000, et donc si vous avez des questions sur la Palestine, n'hésitez pas à les préparer. Mais ensuite on abordera la période. On va arriver au pire. Ouais, on arrive au pire, on arrive à la deuxième guerre contre l'Irak aussi. Ouais. Deuxième invasion de l'Irak. Il y aura aussi le 2003, voile, et bien sûr, le voile. et ça sera tout à fait intéressant parce que on comprendra quelle a été cette dynamique raciste sur laquelle on vit aujourd'hui. Parce qu'on vit sur cette séquence raciste, là actuellement, islamophobe, qui a commencé vraiment en 2003. On peut dire 2001 avec le 11 septembre, c'est vrai, c'est un petit peu la répercussion en France, mais comment l'islamophobie en France,
qui existait déjà auparavant, on est bien d'accord. Mais comment on va se structurer, comment vraiment s'enraciner réellement, même au niveau légal, au niveau de la loi, c'est dans le sens que je dis légal, hein, à partir de 2003-2004. Voilà. Et puis donc la naissance de l'appel des indigènes. Et en attendant, eh bien, je vous recommande de lire l'appel des indigènes, comme ça, c'est une petite préparation. Comme ça, vous aurez des Faites questions. vos devoirs. Et vous verrez à quel point l'appel des indigènes que nous avons lancé était extrêmement soft, et, au regard de toute la haine que cela a suscité chez beaucoup. Mais comment, ce qu'on disait dans l'appel des indigènes était d'une banalité incroyable. Mais pour autant, comment cette banalité a reçu une volée de bois vert, comment une violence est déchaînée, simplement parce qu'on disait que dans ce beau pays de France, eh bien, il y avait un double standard en fonction de l'origine. Voilà. Mais voilà, on en discutera la prochaine fois. Bénites soient tes vacances. Merci. Ouais, je vais me reposer un petit peu là. Je vais déconnecter pendant une semaine, pendant 5 jours. Donc ça va faire du bien. Et voilà, merci à tous. Non, il y a quelqu'un qui a demandé si c'était suite à la lecture de 13-12 raisons d'abolir la police. Non, on l'avait déjà écrit avant le texte. Mais en février, il faut que je relance la Gwenola. Le texte sur la police et la justice de la vidéo là, la vidéo qu'on va faire. Je l'avais déjà écrit avant. Mais on fera un entretien au mois de février avec Gwenola, Inch'Allah. Je vais la recontacter là. Voilà, merci à tous et passez le salam à Tata Drapi. Salut tout le monde. Au revoir Salut. à tous.